Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode 19, Emprise. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. Hé Fenton, on va voir Superman demain? Non, on l'a déjà vu. Mais j'ai envie de le revoir. Non, on ira voir les guerriers de la nuit. Je peux pas voir ça, c'est interdit aux moins de 17 ans. On entrera en douce. Les dents sont brossées. C'est sûr, ça? Allez, contrôle de la laine. Oh! Attention! Oh! Ah, c'est pas vrai, je les ai brossés, papa. Mais je te fais marcher, grosse tête. T'inquiète pas, toi, t'es trop grand pour que je te fasse la bise du soir maintenant. Bonne nuit, dormez bien, les gars. Et que les punaises te mangent pas. Faut espérer. Je vous aime, les gars. Moi aussi, papa. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Curtis. On était heureux ensemble. Jusqu'à ce que... Fenton, réveille-toi. Papa. Adam, écoute-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a pas? Tout va bien. Réveille-toi, écoute bien. Je veux que vous m'écoutiez très attentivement tous les deux. Il s'est passé quelque chose. La fin du monde est proche. Elle arrive. L'ange me l'a montré. Il y a des démons parmi nous. Le diable les a lâchés pour le combat final. Et il est en train de se mener maintenant. Mais personne ne le sait à part nous et d'autres comme nous. Papa, j'ai peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, pirate. Nous avons été choisis par Dieu. Il nous protégera. Il nous a confié des tâches particulières. Nous n'avons pas peur de ces démons. Nous les détruisons. Nous les attrapons un par un et nous les jetons tous loin du monde. Nous sommes la main de Dieu, a dit l'ange. On est comme des super-héros? Absolument. On est une famille de super-héros qui va contribuer à sauver le monde. Mais papa, ça a absolument aucun sens. Je sais que c'est l'impression que ça donne, mais c'est la vérité. Ok, aujourd'hui on va parler d'un film que je porte en très haute estime. C'est un film que je trouve captivant, passionnant. Je le mets carrément dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps. On va parler de Emprise, Frailty en anglais, réalisé par le regretté Bill Paxton. À l'image de ce qu'en dit son réalisateur, donc Bill Paxton, c'est que si vous avez vu le film qu'une seule fois, vous n'en avez vu que la moitié. En parlant de réalisateur, j'ai avec moi aujourd'hui en tant qu'invité pour parler, discuter de ce film, en faire une rétrospective. J'ai l'honneur de recevoir un cinéaste, un réalisateur, scénariste, monteur également. Donc j'ai le plaisir de recevoir Fouad Benhamou. Salut Fouad. Salut Jamel et merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Eh bien écoute, génial, on a discuté un petit peu en off. On va aussi pouvoir discuter vraiment de la partie psychologique du film, la partie morale, la partie aussi, pourquoi pas, politique. Et c'est ça qui va être intéressant. Et sûrement quand on va, si jamais, je sais pas, mais si jamais on a des différences là-dessus, l'idée c'est de pouvoir aussi confronter les idées et pourquoi pas les nuancer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais souvent. Emprise, qu'est-ce que c'est? Emprise, c'est un thriller psychologique avec une dimension fantastique. Moi, je voulais pas de spoiler la fin. Ça va être compliqué. Comment on fait pour ne pas parler C'est chaud, on n'a pas parlé de... Ah oui, si on est dans la... on est embêté là. Oui, mais si c'est une pépite méconnue, sûrement les auditeurs, ils l'ont pas vu. T'as raison. Non, c'est vrai, c'est un dilemme. Tu vois, le film, il parle de dilemme. On en est, tu vois, tout de suite, après même pas 3 minutes, on en a déjà un. On a déjà un gros dilemme. Voilà. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut pas faire une partie spoiler? Non, c'est pas possible ça. Ah ouais, ça c'est... Ça n'aime pas trop. Ouais, les trucs de youtubeurs. Ouais. Salut, maintenant on va spoiler, éteignez les téléphones. J'ai jamais fait ça en fait. D'accord. Je suis comme toi, moi je suis quelqu'un d'entier. Bon, t'es antillais, donc on dirait pas comme ça. Voilà, entier, mais tranquille. D'accord. Non, mais d'accord. Si non, tu veux, mais si tu veux, peut-être juste la fin. On va juste la fin. Parce que tu vois, c'est intéressant parce qu'elle a des implications sur notre manière de l'aborder. Donc, moi, je veux bien ne pas en parler, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, ce que tu dis, ouais, tu vois, ça a un impact. Je dis qu'on n'allait pas être d'accord. T'as vu, au bout de 3 minutes, c'est déjà Ouais, clair. mais en même temps, quelque part, t'es pas d'accord en étant d'accord. Donc, tu vois, c'est un concept. Parce que je nuance mes propos. Je mets en pratique ce que je dis. Non, mais je sais pas comment on peut aborder ça. C'est-à-dire qu'en gros, je sais que c'est des pratiques de youtubeurs, mais on peut peut-être dire, à un moment, là, on va spoiler. D'accord. Et ok. puis, les gens, s'ils veulent zapper, ils font 20, 15, 30 secondes, une minute. D'accord. Puis après, on continue. Comme ça, au moins, on peut en parler. Donc, je disais, en fait, Emprise, donc, c'est un film qui aborde le thème du fondamentalisme religieux, du fanatisme religieux, d'une foi absolue, à travers le prisme d'un parent qui est aimant et ses conséquences donc sur ses 2 enfants et notamment sur ceux qui désignent comme des démons sous apparence humaine.
C'est un film également qui va questionner, je pense, la limite morale de l'individu, la morale humaine, et lorsqu'elle est guidée par des convictions extrêmes. Je pense que tu es d'accord déjà avec ça. Tout à fait. Et je pense que le film également, il s'interroge sur la manière dont le mal peut se dissimuler par une apparence lambda. Moi, la thématique des apparences, c'est quelque chose qui m'est vraiment cher, qui me suit pas mal. Et donc, dans l'idée, là, c'est aussi un film, je pense, qui est assez malaisant, qui laisse un peu au spectateur un goût un peu difficile à digérer, surtout sur le premier visionnage, surtout notamment avec son twist final. Mais voilà, on est face à un sentiment de malaise, face à des dérives du fanatisme, en fait, concrètement. Et voilà, donc le titre original, c'est Frêle, qui veut dire fragile ou frêle. Frêle, c'est le titre québécois. Frêle. Ouais, ça voilà. Tu as le titre le moins vendeur de l'histoire du cinéma. Frêle. Est-ce que tu te dis que tu vas regarder un drame psychologique quand t'entends frêle? Non, compliqué, non, hein. Non, mais Emprise, est-ce que finalement c'est un bon titre français? Voilà une question. Non, mais je pense que ta question, elle est conditionnée par le fait que tu penses que c'est pas le cas. Ouais, sinon, tu la poserais pas. Ben oui, en fait, je pense que Emprise, parce que tu sais, il y a déjà un film qui s'appelle L'Emprise, qui était pas mal d'ailleurs. C'est pas adapté, ouais. Non, c'est peut-être pas. Sauf si on considère que c'est l'emprise du père sur ses enfants. Dans ce cas-là, ça aurait peut-être du sens, tu vois. Mais ou l'emprise de la religion sur le père. Oui, ça marche aussi. Après, je pense qu'il fallait, tu sais, les titres de distributeurs. Regarde, Mort, c'est un titre qui a été trouvé par distributeur français. Pourtant, c'est Let the Right One In, tu vois, le titre originel. Et bon, voilà. Et ça marche très bien quand tu vois le film, tu comprends qu'il y a du Morse. Donc, tu sens qu'il y a une réflexion. Mais des fois, on sent qu'il y a une volonté purement mercantile, commerciale de trouver un titre qui va être vendeur dans le genre dans lequel ils ont positionné le film, c'est-à-dire l'espèce de thriller d'horreur, d'épouvante. Pas pour les Canadiens en tout cas. Pas pour les Canadiens. Frêle, déjà. Si tu vois l'affiche, tu fais tiens, je vais aller voir Frêle. Je sais pas trop. Mais alors, apparemment, Freltis, ça fait référence, par rapport aux recherches que j'ai faites, à la fragilité de la mémoire humaine. D'accord. Qui est aussi un thème central dans l'intrigue où les personnages doivent se remémorer. Oui. Des événements passés pour élucider justement la série de meurtres. C'est vrai. Et je voulais faire un petit parallèle avec toi, puisque en arabe littéraire, les hommes, donc un grand H, qui comprend aussi donc les femmes, ça se dit al-insan. D'accord. Et en fait, la racine de insan, c'est insa, donc c'est ce qui oublie. C'est celui qui oublie. C'est marrant de se dire que finalement, on retrouve dans le mot les hommes, en arabe, c'est l'oublieux en fait. Ouais. Et donc on retrouve un petit peu ce rapport-là dans ce film. Le fait d'oublier, c'est intéressant pour se reconstruire, d'accord? Pour oublier des choses, ça amène aussi à la résilience. Mais oublier, ça peut aussi avoir des conséquences négatives parce qu'on peut être aussi dans le manque de reconnaissance, dans l'ingratitude. Enfin voilà, tu vois, souvent on dit tu te souviens, je t'avais fait ci, t'as peut-être déjà oublié, il a changé, il a oublié. Enfin, tu vois. Sûr, ouais. Et donc voilà, je trouvais que c'était une petite parenthèse rapide pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. C'est le podcast, le Spectrum Arte Vibes. C'est bien. Réveillez-vous, ça va repartir. On va parler d'action et de films d'horreur. Exactement. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Après, c'est vrai qu'on va en parler, mais c'est un film sur le récit, sur le flashback. Parce qu'en fait, j'ai rarement vu cette figure de style employée comme ça, c'est-à-dire le flashback dans le flashback. Si tu te rappelles bien, on voit carrément au début, ça commence. Alors d'ailleurs, c'est drôle parce que le film a été tourné en 2001 et clairement, on ne peut pas s'empêcher de penser aujourd'hui à True Detective. Quand tu vois le début, tu vois effectivement Matthew McConaughey face à Power Booth dans l'interrogatoire. Clairement, j'ai eu l'impression de voir un flashback de True Detective avec ces interrogatoires qui sont marquants pour l'histoire. Ça fait aussi penser, bien sûr, à Usual Suspects avec la confrontation entre Chaz Palminteri et Kevin Spacey. Exactement. Parce que clairement, tu as cette espèce de face-à-face qui est puissant, pesant, plein de tensions. Donc déjà, on a l'aspect thriller qui est posé dès le départ dans cette confrontation entre ces deux hommes. Et ensuite, on rentre dans la figure du flashback, la voix off de Matthew McConaughey. Alors, c'est un film, tu sais, Bill Paxton le définit comme un film gothique texan. Ils sont tous texans. Oui, Power c'est un Booth, film. Tout le monde. Matthew McConaughey, mais voilà, texan. Attends, Matthew McConaughey, prononce-le bien, s'il te plaît. Matthew McConaughey, pardon. Yeah. Matthew Il faut qu'on McConaughey. parle carrément. Yeah, texan. McConaughey, you know that. Yeah, Jamal, on Yeah. the podcast, man. Yeah, exactly, you know what I mean. McConaughey, yeah. Non, mais t'as raison. Yeah, it's from Texas, yeah. Yeah, Yeah, et donc, non, mais c'est intéressant, parce que c'est une dimension, ça va avoir de l'impact. Et t'as parlé du côté illuminé religieux, machin. Je crois que c'est important, les évangélistes, leur importance qu'il y a aux États-Unis, notamment dans les endroits un peu reculés. C'est ce qu'on appelle the Bible Oui, Belt. the Bible Belt. Belt. The Bible Belt. Ouais, tu vois. Putain. Alors, ouais, vas-y. je t'en oui, prie, pardon. je t'en Alors, prie. justement, je voulais rebondir par rapport au scénariste, du Ouais. coup, qui Ah oui, tiens, est bah, tiens. également texan. Enfin, non, lui qui est aussi issu, ça, je je sais pense, pas, de la Bible Belt.
qui s'appelle donc Brent Hanley, et je voulais juste rappeler un peu la genèse. Donc Brent Hanley, lui, il se dit en fait que pendant sa jeunesse, il allait à l'église et il regardait des romans de Stephen King. Ouais. C'est ça. Donc voilà, bravo, on voit le résultat maintenant. On a Carrément, mixé les deux. Donc il lisait vraiment régulièrement des romans de Stephen King. Stephen King. Et donc il écrit ce scénario qui est, là aussi, c'est un standard qui est rejeté par la plupart des studios, jusqu'au moment où David Kirshner, donc, qui est le producteur, le futur producteur du film, mais également le producteur de Chucky, Child's Play, tombe dessus et se rend compte effectivement qu'il y a un potentiel, et il montre un intérêt. Il propose par contre, là aussi c'est quelque chose aussi de très commun, il propose en fait au scénariste, donc Brent Hanley, de pouvoir le réécrire. Donc il repart sur une session de réécriture, et le film va aller jusque dans les bras de notre ami Bill Paxton, qui du coup, lui, il va avoir un véritable coup de cœur. Et à la base, il était juste question qu'il joue dedans. Oui, c'est vrai. Et carrément, il va demander à le réaliser. Et donc, lui, il était tellement emballé. Et donc, c'est le premier film de Bill Paxton. Et pour moi, clairement, comme je l'ai dit en introduction, c'est un film d'une qualité, d'une intensité rare. Moi, c'est un film vraiment qui m'emporte dans son univers, dans son atmosphère. Et pour moi, en fait, il a fait son Terminator. Il a fait son Alien. C'est son premier film. Et tout de suite, pour moi, tu vois, je le classe au rang de chef-d'œuvre. Je sais pas ce que tu penses par rapport à ça. Est-ce que je suis un peu trop non, je pense que en fait dithyrambique comme en fait, c'est pas évident. Non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, par exemple, dans le cas d'Alien, il va enchaîner avec Blade Runner, Ridley Scott. Donc moi, je suis pas un fanatique de Ridley Scott, mais là, il a enchaîné 2 chefs-d'œuvre. Donc en fait, c'est très compliqué. Tu sais, quand tu fais un film, moi j'ai fait un film, c'est très compliqué de faire un deuxième film. D'ailleurs, le deuxième film de Bill Paxton, qui date de 2005, c'est un film mineur que je n'ai pas vu, c'est un biopic autour d'un golfeur, tu vois. Donc en fait, on peut imaginer qu'il y a une sorte d'alignement des planètes sur ce film. Là, tout à l'heure, tu parlais de Stephen King. J'ai écouté une interview de Bill Paxton où il était tellement content que Stephen King ait adoubé le film. On sent l'inspiration de l'univers de King à travers plein d'éléments dans le film. Alors même si ça se passe pas dans la Nouvelle-Angleterre, ça se passe pas dans le Maine, mais il y a quand même ce côté, on s'approche des gens qui sont un peu prolétaires, qui vivent milieu rural, exactement. Milieu rural. Et en fait, il y a plein d'éléments. Par exemple, ceux qui ont vu, qui connaissent l'univers de Shyamalan, par exemple, qui ont vu Incassable, un film chef-d'œuvre que je porte très très haut, il y a ce rapport au contact. À taille humaine, en fait, sa dimension humaine. Mais oui, il y a ça, au contact, mais t'as raison. Contact qui amène, alors je vais pas spoiler, mais qui amène certaines visions. Et c'est intéressant. Et ça, c'est un élément qu'on retrouve dans Dead Zone, qui a été adapté par Cronenberg. Et clairement, voilà, c'est une figure qui est bien employée, je trouve, dans le film, notamment dans sa conclusion, parce qu'elle permet de reconfigurer la perception qu'on a pu avoir de l'histoire. Et je trouve, et là, pour rebondir sur ce que tu disais, Bill Paxton, acteur avec un regard extrêmement enfantin, qui pétille, un mec qu'on adore, extrêmement sympathique, quel que soit le rôle. Enfin, la plupart du temps, moi je suis fan. Puis c'est quand même, on le sait, tout le monde le sait, mais c'est le seul mec qui a été tué à la fois par un Predator, par un Alien et par Terminator. Donc bravo Bill. Et paix à son âme, parce que c'est vraiment un mec que j'aimais beaucoup. Moi je l'avais découvert dans Aliens, bien sûr, dans le rôle de Hudson, qui est doublé d'ailleurs par José Lucioni, qui lui faisait vraiment une voix super. Et donc, pour rebondir sur ce que tu disais, parce que tu mettais l'accent là-dessus, c'est incroyable que ce mec-là, avec la légèreté qu'il peut dégager, ait fait un film aussi sombre, aussi dark, et une sorte de joyau noir comme ça, improbable, où tu te dis, mais c'est un film quand même qui va te remuer, et qui va te remuer à la fin. Parce que il y a toute la thématique qu'on va aborder après, t'en as déjà parlé, mais à la base, tu peux le lire, il y a plusieurs grilles de lecture. Tu te dis, c'est un thriller limite à la Usual Suspects avec un twist, mais après, et c'est peut-être la limite du film, ce que provoque le twist, c'est ça qu'on aurait aimé peut-être voir développer. Et c'est pour ça qu'on aurait aimé peut-être un film de 2 heures au lieu d'un film d'1h40. Parce que ce qui dévoile après, c'est génial. Et c'est là où ça devenait super intéressant. Maintenant, à l'âge que j'ai, c'est ça qui m'intéresse. À l'époque, ce qui m'avait plu, parce que je crois que tu vas me demander peut-être quand j'ai découvert, non? Oui, alors d'abord, je voulais, parce que effectivement, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est vrai que pour nous, c'est évident, mais déjà, on va parler de quoi ça parle concrètement en prise. En prise, ça parle de l'histoire d'un père de famille, donc, Mix, donc, qui est interprété, donc la famille Mix, qui est interprétée donc, par Bill Paxton, c'est ça. Qui affirme avoir reçu un message divin lui ordonnant de tuer, entre guillemets, des démons, donc, sous apparence humaine. Donc, ses 2 fils,
Donc l'aîné Fenton, je crois qu'il a 13 ans, on va dire. Dans l'histoire, c'est ça, 13 ans. 13 ans. Il a 3 ans d'écart avec son Voilà, avec et son frère. avec son frère, donc, qui est interprété par Matt O'Leary, Mhm. et son petit frère, donc Adam, Mhm. donc Adam, Jeremy, donc Stumper. Et donc, ils subissent les conséquences de, entre guillemets aussi, cette mission. Donc l'histoire, elle est racontée des années plus tard, lorsque le fils aîné, donc désormais adulte, incarné par Matthew McConaughey, Yeah. dévoile les terribles souvenirs de son enfance à un agent du FBI qui est campé par Power Booth. Déjà, Ouais. le mec s'appelle Power, en fait, Puissance. s'appelle Ça m'a Puissance toujours, je me suis dit, mais Puissance en fait, Boost, ses parents, mec. ils se sont dit, on va l'appeler On Puissance, va notre l'appeler gosse. Puissance On Boost. l'a attendu, et puis il a une Ouais. gueule de super-héros. Et d'ailleurs, ce que je voulais. Sacré mâchoire. C'est carrément. Et ce que je voulais annoncer, ajouter, pardon, c'est qu'il est en train de traquer un serial killer qui s'appelle la Main de Dieu et qui est en train de commettre des crimes. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que Fenton va le voir pour lui dire je connais l'identité Exactement. du tueur. Ouais, c'est un tueur qui est très connu, en fait. Ouais, un peu à la Main de Dieu, il s'appelle. C'est ça. Voilà. C'est comme ça qu'il se surnomme lui-même. D'où, en fait, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une genèse, pour utiliser un peu les termes. Ouais, carrément, classique. C'est ça, c'est un peu une genèse de True Detective. C'est incroyable, en fait. Oui, finalement. mais en fait, ça m'a frappé quand je l'ai revu. C'est fou, quoi. Parce qu'à l'époque, personne ne peut faire le lien, vu que c'est sorti en 2014, je sais pas quand. Sauf si t'as des flash forward. Ouais, exactement, où tu as des visions dans le futur. Ouais, ça, c'est sûr que ouais, c'est improbable. mais c'est vrai que, après, voilà, est-ce que toi, c'est bon, t'as posé les bases de l'histoire, tu vas ajouter des choses peut-être. Ouais, non, l'histoire c'était ça. Après, je voulais parler de Bill Paxton et franchement, tu l'as. Enfin, c'est exactement le sentiment que je ressens et que j'allais aborder parce que pour moi, Bill Paxton, c'est vraiment un mec à la base léger, jovial. Comme tu dis dans Alien, il fait un peu le mec neuneux, tu vois. C'est genre le gros bourrin. Ouais, les gars, et tout, non, Mais sympathique quand même. mais sympathique, comme, tu vois, qui dégage vraiment de la bonhomie. Et pareil, dans Predator aussi, il fait vraiment le détective des années Ouais, 90, c'est vrai. hyper Avec cliché. son costume. Voilà. large, ouais. Predator 2. Dans True Lies aussi. Dans il True est Lies, hyper drôle. dans Terminator 1, c'est carrément un punk. Donc du coup, le voir se projeter dans un film, comme tu disais, aussi sombre, aussi dur, aussi avec une dimension tellement mystique et premier degré, avec un Parce déterminé. qu'il n'y a pas d'humour dans le film. Ah on peut non, le mais dire. c'est premier degré, c'est très très adulte. Et cette approche-là qu'il a, elle est hyper immersive. Et moi, je l'attendais pas, ce gars-là, parce que c'est pas ce visage-là que j'avais vu. D'où le fait que nous, on sait pas, en fait. Il y a vraiment une différence au niveau des acteurs, des comédiens, des comédiennes. Ils vont avoir des rôles à jouer. Peut-être que c'est la chance pour eux de pouvoir, tu vois, faire des films, des blockbusters et tout. Mais au fond d'eux, ce qui les anime, on ne le sait pas. Non. Et donc, c'est pas forcément un mec drôle. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les gens très drôles, très marrants, c'est souvent des clowns tristes. Et là, du coup, on est carrément au-dessus de ça. On est vraiment sur quelqu'un qui a voulu donner naissance à un film brut de décoffrage et encore une fois avec une dimension très sombre, très obscure, très dure, quoi. Je vais me permettre de sortir un film de Sam Raimi Bien sûr. où j'ai découvert justement Bill Paxton, et ce film, je l'ai vu après en prise. Je l'ai redécouvert après dans Un plan simple, un film de Sam Raimi que je trouve génial. Et Bill Paxton est déjà un peu dans un rôle. Un plan simple, c'est pas les frères Cohen. Non, je me trompe. Non, pas du tout. Ah oui, non, c'est là, Sam tu Raimi. mélanges Ah avec oui, que l'autre, oui. l'autre là qui se passe aussi Dans pareil. la neige. Dans la neige. Et celui-ci, Ah il est oui, dans la neige aussi. T'as raison, je confonds. Et, ouais, c'est ça. et l'autre, il y a même une série et tout. Fargo. Fargo, exactement. Et donc, du coup, j'ai découvert ce film-là. J'ai fait, mais franchement, extraordinaire. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Tu connais un peu l'histoire de. Oui, je me souviens. Dans Un plan simple. Rappelle-la, s'il te plaît. Ouais, alors Un plan simple, c'est donc. Ça se passe également en hiver, dans un endroit reculé des États-Unis où, pareil, la neige, beaucoup aussi la symbolique du corbeau. Et on a, en fait, Bill Paxton a un frère, un jeune frère. Donc là, il est adulte, hein, par contre, il est marié. Il va avoir, sa femme est enceinte, il va avoir un enfant. Donc, il a une vie bien rangée. Et son frère, c'est un peu quelqu'un un peu marginal, un peu demeuré, mais encore une fois, pas agressif, pas violent. Et il a un rapport comme ça de sympathie. Et tu sens qu'il est protecteur avec son frère. Et ce qui va se passer, c'est que son frère est avec son meilleur ami. Ils sont tous les trois avec Bill. Et ils arrivent dans une forêt et ils trouvent un espèce d'avion. Mais tu sais, les petits jets privés qui est D'accord. écrasé. Et à l'intérieur, 2 cadavres et surtout un sac rempli d'argent. Ouais, ça y est, je me souviens. Ça y est, tu te souviens? Ouais. Et donc, du coup, le dilemme, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est sûrement de l'argent sale ou c'est sûrement des trafiquants. Alors, au départ, il est question pour Bill Paxton de dire on va garder l'argent, on va patienter, on va voir ce qui se passe par rapport à l'enquête et tout. Et puis après, je vais pas tout dévoiler, mais il y aura d'autres meurtres. Ouais. Ça va être un espèce de cercle vicieux. Et toute la question, ça va être est-ce qu'on garde l'argent? Est-ce qu'on se dénonce? Est-ce qu'on va être face aussi à un dilemme moral? Donc, tu vois, c'était aussi cette thématique, elle revenait. Et j'avais vu Bill Paxton dans un rôle vraiment très premier degré, très froid aussi par rapport à l'atmosphère.
Et voilà, et c'est un film vraiment que j'avais trouvé génialissime, qui est très peu connu, en tout cas dans la filmographie de Sam Raimi, parce qu'on met souvent voilà, Spider-Man ou Evil Dead et tout. Mais voilà, Et pourquoi ça t'a fait penser pourquoi tu t'es dit que ça avait influencé Bill Paxton, toi, en regardant Emprise? sur le côté technique. Ah, d'accord. Parce que Bill Paxton, dans le cadre de la réalisation de son découpage technique, il s'est inspiré des D'accord. plans séquences du plan simple de Sam Raimi. D'accord. Ok. C'était là, en fait, là, puisque oui. un plan simple est sorti avant. Ok, d'accord, je comprends. Et du coup, voilà, c'était ça, en fait, le petit Ouais, lien le que je lien, voulais ouais. mettre en avant, en plus de dire que j'avais redécouvert après, par la suite, Bill Paxton dans une autre posture que celle qu'on avait connue dans les années 80. Quoi. Mais c'est vrai qu'on peut dire quand même qu'il a été soumis à d'incroyables influences, Bill Paxton, parce qu'avoir travaillé avec des réalisateurs comme Ridley Scott. Ridley Scott, non, pas Ridley Scott. James Cameron, pardon. James Cameron, pardon. Voilà. Clairement, on voit qu'il a été à bonne école, tu vois. Ouais. On disait souvent, par exemple, que Mel Gibson, il a appris grâce à George Miller, tu vois. Et là, c'est vrai que le film est très bien découpé, très bien raconté. Et c'est intéressant parce que vu que c'est un film aussi de scénariste, c'est bien de dire que l'histoire est bien racontée. Bon, l'image est très belle. Alors, c'est Bill Butler. Bill Butler, le mec, il est mort l'an dernier, 2023. Ok. Il avait 101 ans. Le mec, Ah ouais. il a éclairé Les Dents de la Mer. C'est ça. Et il a fait aussi des films genre Anaconda, c'est pour te dire le. Il a fait la photo dans la mer, incroyable. Non, mais c'est incroyable. Et c'est vrai qu'il y a une belle esthétique. Il y a même un côté un peu old school dans l'esthétique du film. Vu que ça se passe, il y a un flashback, ça se passe en 79 aussi. Et je trouve qu'il y a quand même une maîtrise dans la réalisation qu'il faut noter pour un gars dont c'est le premier long. C'est ça. Tu vois ? C'est ça qui est impressionnant. Tu vois, l'atmosphère, la musique de Brian Tyler aussi qui pose une atmosphère lourde. En fait, tout est bien dosé. Pareil, dans ses partis pris, il décidera de montrer certaines visions. Par exemple, on voit carrément un ange à un moment, donc il fait appel à des effets spéciaux qui sont... On peut les contester parce que l'année 2000, c'est une année pas terrible pour les effets spéciaux numériques, honnêtement. C'est vrai. Mais par contre, il va décider de faire quand même, malgré la thématique assez violente du film, il va beaucoup suggérer dans son découpage. Au niveau du montage, tu verras quasiment jamais aucun impact violent, t'as pas de sang. C'est un film qui te laisse imaginer, et tout passe notamment dans les réactions des enfants, où tu te dis ça se passe devant des enfants. Et t'en parlais tout à l'heure, et même nous, on en parlait tous les deux, quand on parlait d'emprise, tu vois. Moi, c'est intéressant. Moi, j'ai 2 gamins. Je me dis, finalement, je suis en train aussi de leur inculquer des choses qui vont les suivre dans leur vie d'adulte. Et tu te rends compte un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et là, tu te rends compte de l'influence de ce père, qui pourtant n'est même pas un bigot à la base, n'est même pas un très grand religieux dans l'histoire. Mais il a cette vision dont tu as parlé. La révélation. La révélation, un soir, il va décider de les embarquer avec lui. 13 ans, 9 ans, ils sont tout petits, quoi. Enfin, ils sont jeunes. C'est vrai que le film, à certains moments, fait aussi penser à Stand By Me, par exemple. Tu vois, quand tu vois les 2 gamins ensemble, on sent vraiment que toute l'atmosphère Stephen King-esque, entre guillemets, elle irradie le film tout le temps. C'est-à-dire qu'on sent que lui, il est vraiment fan de ça. Et notamment le rapport à l'enfance de Stephen King qui est super puissant. Tu reprends ça à ça, par exemple, où tu vois Le Corps, notamment la nouvelle Le Corps aussi, qui a inspiré Stand By Me. Et je trouve qu'on sent ça aussi. Tu sais, des enfants qui sont confrontés à des choses extrêmement violentes alors qu'ils sont encore jeunes et innocents. Qui sont en pleine construction, en fait, mentale, ouais, tout à fait. Ah, mais carrément, c'est ça. Bah là, t'es rentré directement dans les qualités du film. C'est vrai. Moi, je suis pas très structuré. Non, mais là, on est bien. On était exactement bon, dans le bon timing. Donc, c'est vrai que le film, il interroge aussi subtilement entre la frontière, entre la foi et, on va le dire, la folie. Ouais, c'est vrai. Avec des scènes où Bill Paxton, il est incroyable de sa conviction, elle est déstabilisante. Cette relation qu'il a avec ses enfants, elle est vraiment déroutante dans le sens où il est toujours bien aimant. Oui, c'est vrai. Il est toujours attentionné, malgré qu'il y a cette révélation. Les premières personnes, parce qu'on ne l'a pas dit, mais la maman est décédée à la naissance du 2e, donc Adam, le 2e fils. Ouais. Et du coup, c'est une famille, voilà, lui, il est mécano, et ses enfants vont sûrement à l'école, et du coup, c'est un milieu rural, il y a un grand jardin très important. Ils habitent en fait une maison derrière un grand jardin qui s'appelle le jardin des roses. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Et je trouve que même le timing, parce qu'il va les coucher, il dit au grand Fenton, il dit bon, toi, je te fais plus la bise, voilà, j'embrasse juste Adam, et il va dormir. Et là, il revient, on imagine 2-3 heures plus tard, en pleine nuit. Et là, il y a un flashback dans le flashback, dont je parlais tout à l'heure. C'est ça, il y a un flashback dans le flashback. Et du coup, je trouve déjà cette scène extraordinaire
là, où justement il repart et Fenton dit mais en fait c'est peut-être juste un rêve. Exactement. Et le lendemain, il doutait. Il doutait. Et tu vois, ça, j'ai trouvé ça, mais d'une puissance. Et rarement j'ai ce type d'émotion dans les films. Ouais. Parce qu'on peut tout de suite le reprojeter sur nous-mêmes quand on a une nouvelle très dure. Ça peut être je vais être très cru, ça peut être un décès. Ça peut être. En fait, on est dans un déni au départ. Tout à fait. On dit, ouais, mais en fait, non. C'est comme quand t'es jeune, tu t'es fait choper en train de voler dans un supermarché et qu'on te dit, bah, ton père, il va venir. Ouais. Et puis finalement, ton père, il n'arrive pas. Tu dis, ouais, bah, en fait, on m'a juste bluffé. Et quand t'arrives et tu vois l'ombre, la silhouette de ton daron et tu sais que tu vas prendre Arrête, très c'est cher. du vécu, c'est du vécu. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est du vécu. Mais moi, c'est du vécu aussi. On a ça en commun. C'est ça. Et donc, du coup, depuis, j'ai plus jamais revolé dans un supermarché. Je te le Pareil dis tout de pour suite. moi. Au moment où il les accompagne en voiture et ils sortent pour aller à l'école. C'est ça que je voulais dire. Mais je te laisse le dire. Non, mais c'est formidable parce qu'en fait, Formidable. Il est génial ce film, il y a c'est tout trop. ce passage où effectivement ils sont dans la voiture et Fenton se dit mais attends, j'ai rêvé, j'ai pas rêvé. Personne n'en parle pendant la voiture. Exactement. Et pendant le trajet. Et au moment où il part, il dit surtout vous parlez pas ce que je vous ai dit hier soir. Incroyable. Et là il comprend en une seconde que en fait c'était vrai. Et ça c'est subtil et c'est brillant. C'est de l'écriture, mais c'est aussi de la mise en scène. Parce qu'il y a cette capacité de se projeter avec notre propre vécu. Ah oui, tout à fait. Voilà, quand on a vécu ce genre de choses où voilà, on peut comme ça le. Mais vous savez quand vous êtes enfant en fait, enfin moi comme je vous dis, dites-moi, monsieur le psychologue, quand je suis je suis Sigmund Freud. Sigmund Freud. Pas mal. Mettez-vous sur. Il y a un divan justement ici, mettez-vous dessus. Non, mais c'est intéressant parce que je me rends compte maintenant que je suis papa. Si tu veux, quand j'ai vu le film, à l'époque, j'avais pas d'enfant. Ouais. Donc là maintenant, je vois bien l'impact de ce que je dis. Des fois, je fais des mises au point avec mes fils. Je sais que c'est structurant et que je peux dire même n'importe quoi. Ça va avoir de l'importance. Et là, tu vois l'importance que ça a. Le rapport, déjà, ils adorent leur père, c'est évident. Et le père est très aimant. Donc ça, c'est cool. Et c'est aussi aidé par l'extrême charisme et la sympathie dont on parlait tout à l'heure de Bill Paxton qui fait que tu adhères tout de suite à ça. Exactement. Surtout, le mec n'est pas présenté comme un illuminé, un fou religieux qui serait un peu comme Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood. Il n'est pas dans ce délire-là. Ou la dame dans la mer dans Carrie, là. Exactement. Voilà, meilleur exemple. Et c'est vrai que sa normalité va rendre le dispositif encore plus atroce. C'est tellement ça. Parce que le gars, il est tout à fait naturel. Et en fait, les parents, surtout là, il y a un seul parent, comme tu l'as dit, bah, c'est un peu le terrain de l'apaisement, du refuge, c'est la famille, quoi. C'est le modèle, c'est le seul modèle de la famille. C'est le seul modèle, ça va faire exploser d'ailleurs ce modèle pour Fenton. Parce que c'est Fenton qui, lui, ne comprend pas. Parce que lui, il pense que son père, il est fou. Il pense que son père est un tueur à un moment. Hein, c'est ça, clairement, c'est ça qui va se passer. Et parce que tu fais bien de le dire, parce qu'effectivement, le film est quand même sous le regard de Fenton. Bah oui, et la voix off, parce que c'est lui qui raconte aux policiers. Exactement. Voilà, l'histoire, voilà, faut se rappeler qu'il est auditionné de lui-même, en fait. C'est lui-même qui se rend dans on l'a pas dit, mais un genre de commissariat où il est face à un agent du FBI, et comme par hasard encore de nuit. Bah oui. C'est là où il lui raconte en fait toute l'histoire. Et donc on vit la révélation à travers le regard du grand frère, donc Fenton, qui lui aime son père, mais il est face à ce dilemme, à cette dissonance extraordinaire qui est de dire mais attends, mon daron il a pété un câble en fait. Est-ce que c'est un fou ou il se rend même pas compte, parce que là j'ai beau essayer de déconstruire le truc, j'ai besoin de déconstruire un peu et je le regarde et je vois qu'il est totalement dedans. Il est investi d'une mission sacrée, quoi. C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment les deux figures qui sont autour de Fenton qui posent, entre guillemets, souci. C'est-à-dire qu'il vient, entre guillemets, dénoncer son frère, mais pour mieux dénoncer son père aussi. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'échange qu'il a avec Power Bruce. Parce qu'en fait, on comprend que si son frère est la main de Dieu, c'est parce qu'il perpétue le travail de son père. Et on va comprendre ensuite. Et je rappelle, parce que tout à l'heure j'ai fait une allusion et je le suspecte, que quand un personnage vous raconte une histoire, c'est sa vérité qui est exposée. Donc si vous avez le cerveau qui va très vite, qui gambade, qui adore ce genre de film, moi c'est mon cas, pas tout de suite vous questionnez ça. Parce que vous dites tout ça est raconté avec une voix off, mais je peux dire ce que je veux. Là, je peux dire que je suis une blonde et que voilà, en fait, je suis devenu un mec. Et je le raconte, tout le monde va dire c'est absurde. Mais là, ce qui est génial, c'est que là, il raconte quelque chose et nous, on est obligé d'accepter ça. Donc c'est intéressant la réflexion même par rapport à ce que c'est que la narration cinématographique. C'est que là, on nous raconte quelque chose et on peut nous raconter ce qu'on veut. Dans le jeu suspect, c'était très bien montré d'ailleurs. On voyait bien qu'on nous montrait des scènes qui étaient entièrement
présentés par le prisme de Kaiser Soze. Et nous, on devait les acheter comme si ça s'était vraiment Oui, passé. adhérer, bien sûr. Adhérer. Alors que là, et ça va être intéressant. On ne veut pas spoiler tout de suite, mais c'est intéressant parce qu'on nous présente des choses, on les prend pour argent comptant, et bien sûr, notre cerveau se met tout de suite à dire alors attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi il va le voir à cette heure-là? Pourquoi il va le voir maintenant? Et bien sûr, que vu qu'on est assez malin, on sait qu'on nous a présenté, on nous montre cet acteur qui est Matthew McConaughey, qui est une star. Donc on sait très bien qu'il ne va pas rester en arrière-plan. On sait très bien qu'il va être central. Voilà. Exactement. Mais justement, tu viens de me faire rappeler une des premières phrases du film où Fenton, donc Matthew McConaughey, dit la vérité n'est pas toujours logique ou quelque chose comme ça. Il a cette phrase aussi que j'avais retenue où j'avais dit mais en fait c'est exactement ce qui va se passer tout au long du film et du récit, quoi. Tout à fait. Donc en fait il expliquait qu'il y a une logique différente qui n'est pas forcément celle qu'on pense. Mais tu sais, généralement quand tu l'as très bien dit tout à l'heure, quand tu vois un film comme ça, c'est un film qui est fait pour être vu plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça c'est le réal qui le dit. Oui, mais il le dit, mais c'est vrai que tu penses à Bryan Singer avant qu'il bascule du côté obscur, mais quand il fait Usual Suspects, avec Christopher McQuarrie au scénario, c'est des films qui sont faits pour être vus plusieurs fois. Tu peux pas juste les absorber une première fois et avoir un ressenti sur ces films-là. Tu es obligé de les voir plusieurs fois. Quelquefois, la vérité défie la logique. Et il dit ça avec un aplomb. Ah oui, c'est ça qu'il dit. Devant le Monsieur Puissance. Et c'est extraordinaire. Power boost. C'est ça. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai envie de dire quelle vérité. Question. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il y a plusieurs vérités. Il y a plusieurs grilles de lecture et c'est ça qui est intéressant. En revoyant hier le film, d'ailleurs, je l'ai ramené ici. Ouais. Et un petit mystère. Je voulais te le donner. Je t'explique. Alors, c'est un petit cadeau empoisonné parce qu'il marche pas. Ah, merci. Je suis ravi d'avoir ce. Merci. Et... Non, en fait, je t'explique. Il fait des cadeaux qui marchent pas. En fait, je t'explique ce qui se passe. C'est que je devais le revoir parce que je l'avais vu en DVD il y a longtemps et j'avais eu un gros coup de cœur. J'avais acheté direct le Blu-ray. Ok. Et donc le Blu-ray, regarde-le derrière, il est tout neuf. Hein. La galette, elle est vraiment neuve. Elle est impeccable. Le disque est impeccable. Le truc qui tourne dans le lecteur, rien à faire. Le film, il passe pas. J'ai regardé vers minuit. Je dis oh là, déjà le film, il est chelou. Là, il veut pas tourner. Alors je me dis peut-être c'est mon lecteur qui a du mal. Je mets un autre film. Je mets Karate Kid. Là, il n'y a aucun problème. Okay, on va parler de Karate Kid. Allez, vas-y, on enchaîne directement. Alors, Maître Miyagi. Alors, je commence à le poncer, justement, tu vois. Un peu comme dans Karate Kid. Je nettoie le disque en prise. Je le remets. Et ça, j'entends, ça tourne, ça mouline et rien à faire. Okay. Du coup... Tu l'as fait avec de l'huile d'olive? Généralement, il faut le tremper dans l'huile d'olive. Toutes les mauvaises recettes. Et dans du citron. Et du coup, ce que je fais, c'est que finalement, j'arrive à me le débrouiller en téléchargement, bien sûr, légal. Oui, moi. C'est évident. Surtout quand on a déjà une version originale. Du coup, je mets la clé USB et là, je me retrouve avec l'image et pas le son. Je me dis, mais en fait, je peux pas le voir, le film. C'est pas possible. C'est maudit, je pense que là. C'est incroyable. Non, mais voilà, tout ce que je dis est réel. Hein. C'est vraiment ce qui s'est passé. Je te garantis à 1000%. Et d'accord. Du coup, je retrouve une autre solution. Je suis repassé par un autre lecteur externe, parce que là, je rentrais directement la clé sur le téléviseur. Un Hannibal Lecter. Un Hannibal Lecter. Et du coup, j'arrive, et là, j'arrive quand même à le mettre. Entre-temps, j'ai vu Hostel 2. Moi aussi, j'ai vu ce film. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et finalement, donc, j'ai fini la nuit vers 3h du matin à cause de cette petite aventure. Et je me suis dit, je vais la ramener et je vais le donner à Fouad. Merci. Peut-être que chez lui, il fonctionnera. Eh bien, je vais tester ça demain. Quand, tu testeras. T'as un lecteur Blu-ray quand même. Oui, j'ai un petit lecteur Blu-ray. Voilà. Eh ben, écoute, peut-être que ça fonctionnera et que c'était le destin et que c'était ta vérité à toi qu'il allait fonctionner. Ok, très bien. On continue. Ça me permet de rebondir juste sur le visuel. L'affiche est assez jolie, elle est classique. Mais Matthew McConaughey, c'est intéressant parce que le mec, il sortait d'une flopée de comédies romantiques et tout ça. Parce que plein de gens aujourd'hui, Matthew McConaughey, c'est Interstellar, c'est Dallas Buyers Club. Enfin, à l'époque, le mec était quand même cantonné dans son physique de beau gosse. Et le mec fait 2 films un peu improbables. Le Règne du Feu de Rob Bowman et celui-là. Et déjà, tu dis, oula, le mec, c'est un acteur. Trajectoire complètement différente. Ouais, et surtout profondeur du jeu. Parce que c'est pour ça que j'ai fait le lien maintenant. Juxtaposer les plans du début de ce film avec des extraits de True Detective, ça va vous frapper. C'est-à-dire que je pense que True Detective fait clairement des clins d'œil à Emprise. Une série comme Dexter, par exemple, elle doit beaucoup à ce film. C'est-à-dire clairement, quand tu vois effectivement l'empathie que tu développes pour Dexter, alors qu'il, entre guillemets, massacre des gens qui ont commis des actions négatives, bah là, naturellement, t'as aussi une empathie, sans spoiler, mais t'as de l'empathie pour le personnage de Bill Paxton. On sait qu'il va tuer des gens qui sont, a priori, des démons. Voilà. Après, est-ce qu'ils sont vraiment des démons? C'est justement la question. On se demande si le film va basculer vers le fantastique ou pas. Ou est-ce que, tu en parlais tout à l'heure, est-ce que c'est sa psyché qui est détraquée?
ou est-ce que C'est tout l'enjeu du film. c'est hein. tout l'enjeu du film. On continue sur les qualités du film. Donc là, on a parlé de l'atmosphère sombre et minimaliste, puisque tu en as parlé. Les morts, en fait, ils sont hors champ. Oui, c'est vrai. Donc c'est là où ça laisse place à nous, à notre imaginaire. Donc c'est là où ça peut être même encore plus terrifiant. Et aussi, on a des plans, comme tu disais, sur le regard des enfants. Au moment de la révélation, tout à l'heure, on l'a un petit peu abordé, il s'assoit sur le lit d'Adam. Et là, on est face à un champ contre champ. Et là, il explique, il dit, voilà, j'ai eu une révélation, j'ai vu un ange et tout. On a une mission divine. Il y a des démons sur Terre. C'est bientôt la fin. C'est bientôt l'apocalypse. Hein. Il dit, c'est bientôt la fin oui, du c'est monde. le Judgment Day, il en parle. Voilà. Et donc, là, on se rend compte qu'il y a déjà son fils Adam, donc le petit, qui est avec lui. Bah oui, Et dans l'autre lit, il y a Fenton. Comme si on avait tout de suite déjà, le lien entre les deux, ouais. mais c'est surtout déjà une séparation, Bien sûr. un clivage. Là, il s'est pas assis sur le lit du grand frère. Non. On ne sait pas comment Fenton il va réagir à ce moment-là. Mais dans la direction, on nous le donne en fait, dans la direction de jeu. Non, alors c'est intéressant. En fait, là, ça nous permet de mettre un peu l'accent voilà, sur une réalisation qui n'est pas clinquante, mais qui fait sens tout le temps. Et là, notamment, ce que tu viens de dire. C'est que sa manière de découper, de montrer son film va être extrêmement subtile. Et c'est là où, effectivement, nous, on est bluffé par le talent du gars, qu'on aurait aimé voir se déployer dans d'autres œuvres. Hein, Clairement, parce que, effectivement, si on cherche de la maestria à la Guillermo del Toro, à la Sam Raimi, machin, on ne trouvera pas ça dans le film. Par contre, si on cherche une histoire bien racontée, bien découpée, et comme tu l'as très bien dit, avec chaque plan qui a du sens, où là, finalement, la mise en scène, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Tu racontes ça, tu éclaires comme ça, tu mets tel accessoire, ça a du sens. Le plan où il découvre son espèce de hache magique, d'ailleurs, dans une interview, il Otis. dit, tu vois l'espèce de lumière comme ça qui vient Ouais, des ça cieux. c'est génial, c'est bien fait. Hein. C'est bien fait, et c'est vrai que c'est intéressant parce que Bill Paxton, dans une interview que j'étais en train de regarder tout à l'heure, il dit un truc, il dit oui, quand il découvre son axe magique, puis au moment où il dit hache magique, Oui, pardon, c'est axe en anglais. Ouais. voilà, il dit cette hache magique, puis il se reprend, il fait ah oui, non, c'est vrai, bon, tel que lui, il la voit, elle est magique, mais attention, c'est pas un film à mettre devant tout le monde. En fait, tout de suite, il se reprend. Parce que limite, il se rend compte qu'il glorifie un peu l'objet qui va finalement finir par décapiter, massacrer des gens, en fait. Exactement. Et il se rend compte de ça. Et ce petit moment est révélateur dans l'interview. Parce qu'il dit clairement, c'est pas un film à mettre devant tout le monde, devant les yeux de tout le monde. Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui, avec ce qui se passe même aux États-Unis et tout ça, que le film peut être largement récupéré. On en parlera peut-être après. Ouais, on va en voilà. parler, bien sûr. Mais le film peut être récupéré. C'est-à-dire que les gens peuvent le prendre au premier degré et s'en servir comme d'un vecteur pour éclairer une espèce de quête des anges qui seraient ici sur Terre pour justement nous débarrasser des démons. Selon des principes qui sont des principes de morale qu'on peut questionner. Parce que le problème, c'est qu'est-ce qui est moral. Si demain les mecs te disent cette femme a avorté, elle est donc un démon, on va la tuer. Voilà, quels sont les principes moraux? C'est toute la question. C'est pour ça que le film, il peut être problématique. Alors, dans les démons, là, on va commencer le clash. Ce qui se passe, c'est que, dans les démons. Les démons, il y a des. Les démons de minuit. Les démons de minuit, c'est des meurtres. Hein. Ah oui, bien sûr. Ils sont auteurs, c'est-à-dire ils tuent des gens, voilà. Déjà, la morale, c'est un truc qui a été inventé par les humains. À la base, dans le règne animal, par exemple, ça n'existe pas. Donc, ça a été inventé par les humains. Qu'est-ce qui est moral? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bien? Et donc, le problème, ça va être qu'est-ce que tu détermines comme étant bien, qu'est-ce que tu détermines comme étant le mal. C'est là la problématique. Parce que là, on nous pose un truc qui objectivise la lutte contre le bien et le mal en disant le mal, c'est forcément les actions de certains personnages. On ne spoil pas, mais ceux qui ont vu le film comprendront. Mais après, à quel moment tu détermines ce qui est bien ou mal? À la fin, je sais qu'il y a un agent qui serre la main de Matthew McConaughey. Il lui dit vous êtes quelqu'un de bien. Oui. Et ça veut dire quoi être quelqu'un de bien? Est-ce que ça peut être vous avez refusé que votre femme avorte, donc vous êtes quelqu'un de bien? Parce que c'est bien de maintenir la vie. C'est en fonction du regard. Ouais, le regard des gens. C'est un peu comme le regard de l'admirateur, c'est la même chose. Exactement. Et c'est intéressant parce que. C'est sur le regard de. Ouais, et la perception aussi. C'est la perception, c'est le terme. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui ont détesté le film parce qu'en fait, ils l'ont trouvé brillantissime dans ses 2 premiers actes. Voilà. Et puis le dernier acte reconfigure la perception et peut même te faire te sentir mal à l'aise parce que tu te dis, finalement, ce qu'ils prétendaient dénoncer, finalement, ils en fait l'apologie. Ouais. La bande originale, moi, je connaissais pas forcément Brian Tyler. Tyler. On peut dire que sa BO, la BO, en fait, elle contribue grandement à l'atmosphère oppressante et à cette tension. Parce qu'on a vraiment une tension émotionnelle qui est, est-ce qu'on peut dire grandissante? J'ai envie de dire, elle est continue, en fait. Alors, bien sûr, elle arrive avec le climax de fin. Mais dès le départ, on est quand même happé
par ce personnage mystérieux qui rentre dans un commissariat. Donc tout de suite, on est déjà pris par cette atmosphère-là. Et la musique, je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée extraordinaire et qui met en avant toute la tension, tout le drame qu'on va avoir dans le film. Je sais pas si à toi, elle t'a marqué cette partition de Brian Tyler. Brian Tyler, écoute, Spectrum, c'est canadien maintenant. T'as vu, dès T'as qu'on vu parle ça, de Washington. Waouh, Frel, allez voir Frel. Allez, Non, mais Brian Tyler, c'est un des héritiers de Jerry Goldsmith. Donc Jerry Goldsmith, on sait à quel point il a pu faire des miracles. En gros, ils vous mettent direct dans l'atmosphère. Il n'y a qu'à voir la malédiction des films comme ça. Donc clairement, déjà le générique, c'est tout ce qu'on aime à l'époque. Ouais. Hein, et des montages d'articles de Très presse. Seven. Voilà, très Seven. On est dans Seven, c'est 95. Joe Suspect, c'est 94. On est dans ça. Et il y a eu en début d'année, enfin en 2000, pardon, un peu avant, il y a eu Incassable. Donc c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'à l'époque, il y a une espèce d'appétence des studios. Là, c'est Lionsgate qui l'a financé sur la base des noms de Matthew McConaughey et Bill Paxton. Sur l'idée aussi de faire une sorte de thriller à twist. En fait, ils aiment les films. Si vous regardez bien, les 3 films dont je viens de parler, ils ont tous une chute. Et on en a parlé en amont. On parlait aussi de Identity qui est sorti après. Il y a aussi une chute. On peut ne pas l'aimer. Il y avait une sorte de mode de ces films-là à l'époque. Et ça commence souvent avec on nous propulse dans un univers dont Brian Tyler il contribue parce qu'il a une musique tout de suite qui te voilà, c'est très immersif. Et tu as ce montage avec tous ces articles de presse qui déjà te racontent, qui est extrêmement narratif, qui te raconte déjà qu'il y a un tueur qui s'appelle la main de Dieu et tout. Ce qui amène ensuite à la confrontation entre Fenton et Power Booth dans cet interrogatoire. Donc, moi, ce que j'ai aimé dans la musique de Brian Tyler, c'est pour ça que je fais rêve, parce que Brian Tyler, il a remplacé Jerry Goldsmith dans les Rambo, notamment. Tu vois, les premiers Rambo, c'est Jerry Goldsmith, et après, c'est Brian Tyler qui a pris le relais. Il amène une gravité dans le film, une mélancolie aussi, notamment dans les scènes avec les enfants, que j'aime bien. Et puis, il y a une puissance. Moi, j'aime bien des musiques comme ça. C'est pour ça que j'adore la musique de James Newton Howard dans Incassable. Ça amène une puissance au personnage de David Dunn dans certaines scènes. Et puis pareil, dans Le Sixième Sens, par exemple, c'est très important parce que ces musiques-là, déjà, elles ont une esthétique très hollywoodienne, tout ce qu'on aime. Hein, c'est quand même assez riche, c'est pas du synthé, de la musique classique. Et ça te met dans une atmosphère comme ça qui est tout de suite très profonde et très dense. Et on n'attend pas ça de Bill Paxton, encore une fois. Il y a Bill Paxton, on imagine un truc un peu rock, un peu limite country, un peu marrant et tout ça. Puis d'un coup, tu as du Brian Tyler. Tu fais ah ouais, ça va. Moi, je l'ai pas vu en salle parce que je l'ai vu en DVD. Moi, je l'ai découvert à l'époque en DVD. Et je me dis waouh. Ah oui, c'était une question que je devais te poser d'ailleurs. Bah oui, mais ça me permet de le remettre. C'est moi qui fais ton conducteur. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, je l'ai raté en salle parce qu'en fait, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Tu l'as vu en vidéoclub ? Non, j'ai loué en DVD parce qu'en fait. Qu'est-ce qui t'a parce que bon, c'est l'affiche. Déjà c'est l'affiche et puis je me suis dit tiens, ça a l'air pas mal ce film. Moi, j'adorais ce genre de film parce que c'est vrai que C'était dans l'ambiance comme tu dis cette époque-là, c'était très hypé. Ouais. Voilà, j'adore les films comme ça avec cette atmosphère-là. Et puis ce qui est génial, peut-être que j'avais lu un article quelque part. Il est possible que j'ai lu un article quelque part qui m'ait donné envie de le regarder parce que j'aimais ce genre de film, j'adore, je sens, c'est comme être dans des pantoufles, j'adore être dans ce genre d'atmosphère d'un film qui me tient, qui me tient par la main, qui va être ludique, mais pas au sens où c'est rigolo, mais dans le sens où il va jouer avec moi, avec ma perception, mes sens, mes idées, et puis d'un coup il va me manipuler. J'adore ça, et là j'ai trouvé que. C'est parce que t'es pas un démon, Fouad. C'est pour ça que tu peux pas par la main de Dieu, ça va, ça se passe bien avec toi. A priori, j'étais pas un démon à l'époque, mais depuis j'ai évolué. Mais je veux dire, quand j'ai découvert, je sais pas, peut-être en 2002, donc ça fait plus de 20 ans. Ah oui, t'étais pas un démon. Non, j'étais déjà voilà. Et je découvre le film, et clairement, je me dis, ça c'est un truc qui est constant, même 20 ans plus tard. Putain, Bill Paxton, il a fait ce film-là. Donc j'avais du mal à faire le lien dans mon imaginaire cinématographique. Je dis, waouh, c'est Bill Paxton qui a fait ça. C'est un peu comme Takeshi Kitano. Le mec, c'était un comique troupier au Japon. Il te fait des films qui sont incroyables et tout. Tu vois, c'est ce décalage-là. Parce que Takeshi Miike, c'est un mec qui a rien à voir. qui est dans le torture porn. Exactement. On revient à Hostel. Parce qu'il joue dans Hostel 1. Ah oui, il fait un caméo dans Hostel 1. Ah ouais, c'est lui qui dit si vous restez ici trop longtemps, vous risquez de perdre tout votre argent. Il dit ça à Paxton. D'accord, Paxton. Putain, non, en fait, Paxton, J. Hernandez, c'est le même nom, je voulais le placer en plus. Bravo de l'avoir placé. Voilà. Mais en fait, j'en parle pas plus. Je fais plus que ça. Mais non, mais ce que je voulais te dire, c'est que à l'époque, voilà, pour moi, il y avait une dissonance cognitive à me dire que c'était Bill Paxton qui avait fait ce film-là. Mais clairement. Et après, tu vois le film, il joue dedans. Donc, limite, tu peux dire, ok, c'est un rôle entre guillemets sérieux de Bill Paxton parce que c'est une super performance, on peut le dire.
parce qu'il est profond, il est touchant, et puis Il est charismatique, mais Ouais. il est à la fois terrifiant il y a des moments où il est et terrifiant. attachant. C'est Ouais. ça qui est fort, c'est que voilà, on Mais est. si tu te rappelles bien, quand il commet les crimes, il est extrêmement fragile quand il le fait. Ça, c'est Ah, intéressant. fragile. Non, mais c'est Fred vrai. Lee. Non, mais regarde, quand il tue les gens, Ouais. tu le verras jamais avoir un visage agressif de tueur, machin. Limite, il le fait presque à contre-cœur. C'est intéressant. exactement ça. C'est super intéressant. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça m'a marqué parce que cette fragilité, justement, quand il tue les gens, c'est assez rare. Et c'est ce qui fait que ton empathie, elle a du mal à se détacher complètement de lui. Tu te dis, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Shining parce que c'était une des influences de. J'allais le dire. Ah, bah t'allais le dire. Oh là Bah, là, vas-y, mais allez, t'es- je te Il est repasse. trop fort, Je Fouad. te Non, passe- vas-y, Alors, Fouad. Vas-y. Non, mais on n'a pas parlé de Shining. Énorme. Mais Je pense pas- qu'en fait, c'était obligé qu'on allait en parler. bah, C'est clairement, ça. bah déjà. Avec un enfant, un daron, avec une hache. Bah, la hache, c'est évident. Voilà, il y a la hache. Bon, tu l'as dit, ça s'appelle Otis. Mais de toute façon, clairement, il a choisi ce scénario Bill Paxton parce que il y a trouvé les influences de Stephen King et on n'a pas arrêté d'en parler. Et clairement, il y a l'univers de Stephen King irradie dans ce film. C'est un des films les plus kingiens alors qu'il est même pas inspiré de son œuvre. Mais par contre, tout y est. Hein, notamment là, l'idée qu'un père comme ça tient la hache, parce que ça aurait pu être n'importe quelle autre arme, mais c'est quelque chose, c'est un outil d'un fermier, comme tu disais tout à l'heure. C'est quelque chose d'extrêmement abordable, une hache. C'est pas comme si tu. Déjà, prendre une arme. On sait qu'aux États-Unis, ils en ont tous des armes à feu. Mais c'est encore une autre approche. C'est de dire, voilà, là, tu vas tuer quelque chose qui est accessible, quoi. Mais pour rebondir sur le choix de la hache, parce qu'il a 3 armes. C'est vrai. Il a la hache, Mhm. il a des gants et il a un genre de tuyau. Une sorte de matraque, mais métallique. Ouais. C'est pour assommer les gens, ouais. Et c'est pour les assommer au départ. Et ce que tu disais par rapport à ça, donc je me permets de rebondir, c'est effectivement la hache, parce que il le dit à plusieurs reprises, il reprend Fenton, il disait non, je les tue pas, je les détruis. Ouais, exactement. C'est ça. C'est Alors très que tu vois, avec intéressant. un gun, tu tues les shootes gens. les gens, tu tues les gens. Là, non, là, il y a une forme de sacrifice aussi, tu vois. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Et par rapport à ce que tu disais avec Stephen King, Shining, pardon. Ouais, Shining. Qu'est-ce que tu voulais parce que moi, j'avais un parallèle justement à faire qui était. Non, mais moi, déjà, il y a le rapport au meurtre commis par une hache, parce que je rappelle quand même qu'une des plus marquantes dans le film Shining, c'est quand même Nicholson avec la hache à la fin. Et puis, il y a le rapport à l'enfance aussi, parce qu'à la base, les enfants, ils sont éveillés dans Shining. Enfin, il y a Danny, l'enfant, il est éveillé. Alors là, on voit bien que Fenton, tel que nous est raconté l'histoire, je rappelle que c'est une histoire qui est racontée d'un certain point de vue, donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on va vous dire, c'est ça qui est intéressant. Mais là, effectivement, on voit bien que le gamin Fenton, il est éveillé, il a conscience de choses qui ne sont. Il n'est pas sur le même prisme, pour reprendre l'expression tout à l'heure, que Adam et le père. Et voilà, mais je t'en prie. Parce que Adam, il est plus petit aussi, donc il souscrit tout de suite aux thèses de son père, il y croit. Et alors que Fenton, lui, il a plus de recul, il est un peu plus mature, et même il essaye de raisonner son frère en lui disant mais non, il faut qu'on s'échappe. Oui, c'est vrai. Dans le film de Stephen By King, Me. Stand By Me, Stand By exactement. Me, oui, c'est où ça. l'idée qu'ils vont faire il y a une forme d'évasion. Alors, ils vont pas le faire, mais on sent, et il lui dit à chaque fois, il lui dit non, mais on peut pas rester dans cette situation. Et le parallèle que je voulais faire avec The Shining, qui pour moi, vraiment, je veux dire que ça reste vraiment dans ce que tu as dit, à savoir, dans Shining, moi, je rentre jamais avec Jack Nicholson. Enfin, je suis jamais en empathie avec lui, parce que dès le départ, c'est ce que Stephen King, justement, reprochait au film, que tout de suite, tu vois que le mec, il est pas normal, en fait. Bah oui, il surjoue beaucoup. Moi, j'aime pas Channing, hein, donc tu vois, c'est intéressant. Pour moi, Channing, il est super bien comme film, mais je Non, parle vraiment de... Le film, il a des qualités. Moi, j'adhère pas à cause de ça. Voilà. Et dès le départ, quand il rentre dans le bureau comment on dit, du chef de l'établissement hôtelier, là, tout de suite, tu vois que le mec, il est chelou. Enfin, psychologiquement, il a un regard de malade. Enfin, tu sens qu'il n'y a pas eu cette progression dans la folie. Là, tout de suite, il a déjà un postulat de départ où tu sens que le mec, il est un peu... Alors que... Et ce qui est intéressant, c'est que Bill Paxton, déjà, comme tu dis, du fait que nous, on le connaisse en tant que Bill Paxton, il nous apporte de la sympathie, de la jovialité, de l'empathie. C'est léger, de l'empathie, exactement. Et ensuite, ce qui est intéressant également, c'est que même dans ce rôle-là, il est jamais agressif, il se retourne jamais contre ses enfants. A contrario de Jack Nicholson, qui à la fin, au départ, il a le petit Danny sur les jambes, et puis après, carrément, il le course dans le labyrinthe. Donc là, ça renforce comme tu disais, ce sentiment d'empathie. Il demande à Fenton de participer. Bien sûr. Il participe avec eux. Donc il y a aussi une forme de cruauté collective quand ils sont avec eux. Et il doit aussi
même si ce n'est pas lui qui a reçu la révélation, il fait partie de sa famille. Et donc, du coup, on se souvient que carrément, c'est eux qui creusent les tombes. Bien sûr. Entre autres, et il y a cette scène aussi que je trouve magistrale, parmi les derniers morts, où il lui dit vas-y, on va voir ce monsieur dans le parking. Ouais, bien Et sûr. là, t'as Fenton qui est par terre et qui feint de chercher Un chien, animal, un ouais. chat ou un truc comme ça. Un chat. Et il est en pleurs. Et donc le mec, il dit bah ouais, il pleure parce qu'il voit son chat. Non, il pleure parce qu'il sait que tu vas te faire tuer, mec. Et que là, Exactement, ouais. il est dans un plan qui, selon son regard, est un plan macabre et diabolique. Alors que pour son père, C'est pas ça. c'est la mission divine. C'est la mission divine. Et ouais. ce qui est super intéressant aussi, c'est que cette double dissonance. Là aussi, c'est pour ça que le film a vraiment plusieurs surfaces. Et encore une fois, quand tu prends conscience de ça, tu te dis, mais quelle maestria. C'est qu'on a beaucoup parlé de Fenton et sa dissonance cognitive, donc son tiraillement envers son père en disant, mais est-ce que je vais dénoncer mon père? Parce que c'est ça aussi, est-ce que je vais aller au Il menace de le faire plusieurs je vais fois. aller au poste de police, voir le shérif local et lui dire, bah voilà, mon père D'ailleurs, il il tue le des fait. gens. D'ailleurs, il le fait. Et cette dissonance-là, mais il y a aussi l'autre dissonance du père Bien sûr. qui renforce aussi cette empathie. Parce que là, on va le dévoiler. On ne dévoile pas la fin, mais on va dévoiler. Allez, attention, spoiler. Attention, spoiler. C'est que, Cassez-vous. attention, non, c'est pas maintenant. Non, c'est pas la vraie C'est pas la vraie C'est révélation. pas la vraie C'est révélation. un mini spoiler. Voilà, qu'est-ce que je vais dire? Mais non, mais là, t'allais parler du moment où il le punit son fils, non? C'est pas ça? Oui, c'est que en fait, non, il va carrément dire, en fait, tu es dans la liste. Voilà, tu es dans la liste, voilà, c'est ça. Et en fait, Ça, il est c'est- obligé. c'est- Ça, Mais c'est je ne incroyable. crois pas, l'ange s'est trompé. Parce qu'il aime tellement C'est ça. ses enfants. J'ai trouvé ça beau. Franchement, des frissons. Bah, toi, tu me dis, t'es père de famille. Tu Mais vois, bien sûr. tu dis, mais en fait, C'est non. le choix de C'est-à-dire, Sophie. ma foi, elle est tellement importante, mais ma foi en mes enfants est tellement. Il dit, non. C'est tu sais, t'es dans la liste, mais c'est pas possible, en fait. Ouais, C'est pas possible. Donc, je pense que l'ange s'est trompé. bien sûr. Donc, Et ça, c'est bien. parce que je te ferai jamais de mal. Il le prend dans ses bras et comme tu dis, ce qui va se passer, et ça aussi, cette scène, elle est extraordinaire, c'est que Fenton, il pète il en peut plus, il va carrément voir le shérif. Le shérif arrive à la maison, bon, il lui croit pas un mot. Et là, c'est Misery, la scène, quand même. hein. Et là, Bah oui, parce que dans Non, mais Misery, tu te rappelles, c'est il y a le exactement flic ça. qui vient et il Et- finit tué par Annie Wilkes. la Donc, même chose. que des La clins même d'œil chose. à Stephen King. Dans ce- Et là, ouais, c'est vrai en plus, j'avais pas fait là, mais c'est tellement, non, c'est tellement évident maintenant que tu le dis, c'est vrai. Et là, quand il arrive et il descend, parce qu'il tue dans une espèce de grange, c'est un sous-sol en fait, dans la grange Oui, qu'il a construit lui-même. D'ailleurs, rappelle-toi qu'il a creusé. qu'il a lui-même, creusé, voilà, comme une pénitence. exactement. Et là, tu as le shérif, en fait, finalement, pas de peur en fait que, même s'il a rien vu finalement, c'est là où je me dis, ah, il y a une limite. Parce que là, je sais pas ce que tu penses. tue un humain, d'ailleurs, pour lui. C'est ce qui se passe. Moi, là, j'ai plus trop d'empathie avec lui en me disant, ah non, mais là, mec, T'étais pas obligé. t'étais pas obligé. C'est-à-dire que là, tu t'es pas fait griller, t'as pas le cadavre, il y a pas le corps, t'aurais pu très bien. Et là, carrément, il le tue. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est vraiment super fort, c'est pour montrer à quel point il croit en ce qu'il fait, c'est qu'il dit, oh, et là, tu vois qu'il est. Là, on voit comment ça, le père de famille, Bill Paxton, il est complètement. Oui, là, il est détruit quand il il, est fait ça. anéanti. Ouais, Il dit, mais là, j'ai tué un humain. ouais. Et c'est Et moi, très je dis, bizarre. Mais tu fais que ça. Mais oui, il fait que ça. Il dit non, mais là c'est un vrai humain, c'était pas un démon. Regarde ce que tu m'as fait faire. Tu te rends compte, c'est la première fois. Et là, il est dans un état, parce que tu disais déjà qu'il prend aucun plaisir à le faire, même pour les Non, démons. non, il souffrait à chaque Il fois. souffre parce que quand il les touche, Ouais, comme il tu disais souffre. tout à l'heure, c'est là où en fait. Vous savez penser un peu aux il a des prédicateurs, tu sais, quand on regarde les émissions de prédication Oui, aux des- États-Unis où les mecs. Des évangélistes et tout là. Les Ouais, évangélistes, c'est quand ça. ils Ils sont dans sentent une des espèce de démons transe. de transe, exactement, Ouais, avec c'est une ça. souffrance. Et c'est intéressant parce que c'est aussi un film sur l'amour d'un père qui va transcender finalement la religion, parce que là, tu viens de le dire. C'est qu'au-delà de la religion et de sa conviction, de la vision même que lui a été donnée par Dieu, l'amour pour son fils va passer devant. C'est ça. Et ça, c'est beau dans le film. Parce que justement, il peut pas se résoudre à l'idée que son fils potentiellement est un démon. Et alors, il y a une stratégie qui se met en place de la part du gamin. Parce que le gamin, pour pouvoir finalement s'en sortir, survivre, parce qu'il aurait pu mourir. Parce que pendant de nombreux jours, il y a juste son frère qui lui donne à boire de temps en temps à travers Ah oui, un ça faut orifice. l'expliquer. Ouais, vas-y, je C'est- t'en prie. C'est je t'en que suite à cet événement-là, Fenton refuse de croire en la mission. prie. Bien sûr. Il renie, en fait, il est toujours incrédule. Et le fait de renier la mission qui est incarnée par son père et son frère, en fait, lui dit, écoute, tu vas prier. Et là, on se retrouve un peu dans Carrie. Oui, mais carrément, je te dis, en fait, là, moi aussi j'ai pensé. Quand tu écoutes Bill Paxton, il est dans un amour total c'est un hommage à Stephen King, ce film. Parce que tous les éléments, tu les retrouveras. d'une Comme une manière toile ou d'une d'araignée, autre. tu sais. Mais carrément. Limite, tu pourrais te dire qu'il va voir l'agent du FBI, ça pourrait être le shérif Pangborn dans tous les films, tu vois. Enfin,
t'es dans la même esthétique, t'es dans le même univers, tout le temps. Les enfants qui sont jamais crus. Mais les enfants qui sont pas crus, mais surtout, on adopte leur point de vue. Parce que le nombre de fois où les meurtres sont filmés en gros plan, justement, en réaction des enfants, j'en parlais tout à l'heure, c'est marquant parce que tu te dis, comment tu peux faire vivre ça, notamment aux petits. Et tu dis, il assiste à ça, il assiste à des crimes horribles. Mais la première scène, première scène, je t'en prie. permets-moi de rebondir sur ce que tu dis, parce que avant que je l'oublie, mais sur le premier meurtre, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que franchement, ça m'a saisi d'effroi. Dans le sens où il arrive dans la grange, il a le corps, tu sais, c'est Fenton qui le voit, qui voit son père avec une espèce de... un corps dans un sac sur l'épaule. Et en plus, c'est une jeune femme. Ouais, c'est une jeune femme infirmière en plus. Une jeune femme infirmière. Et là, il lui dit, viens. Il appelle Fenton, et là, il y a Adam qui est à moitié réveillé, et là, tu te dis, en fait, il va fermer la porte, et il y a que Fenton qui va voir. Et là, il dit, Adam, viens. Et je me dis, waouh, en fait, c'est incroyable, quoi. Oui. Pour lui, c'est, je sais pas comment dire, enfin, il veut même pas faire en sorte de cacher ce qui va se passer à ses enfants. Pour lui, il faut qu'il soit vraiment, qu'il contribue, je veux pas dire une cérémonie, mais il faut en fait qu'ils assistent à ça. Et moi, dès le départ, la première fois que j'ai vu, j'ai fait, ah ouais, en fait, le gars, il fait quelque chose de bon, réellement. Et pour lui, il faut qu'il participe. Enfin, ses enfants doivent y participer. Tout à fait, mais c'est clairement. Et on parle d'un, il tue quelqu'un, quoi. Oui, mais en fait, c'est toute une histoire de point de vue. C'est-à-dire qu'effectivement, si t'es du point de vue du père joué par Bill Paxton, c'est un acte pieux, c'est un acte magnifique de se débarrasser la terre au moment du jugement dernier des démons. C'est ça. Donc là, il tue un démon, et c'est bien que son enfant voit ça, et ça questionne, on en parlera peut-être après, sur les mécanismes d'embrigadement religieux qui font que tu t'intéresses à des enfants qui ont l'esprit encore meuble, les convictions qui sont en train de se construire, c'est de l'argile en fait. Donc à partir du moment où tu leur montres ça, et surtout je pense qu'il n'y a même pas d'intention négative de la part de Bill Paxton, il n'est pas en train de se dire je vais lui apprendre le mal, au contraire il lui dit je vais te montrer le bien. Et donc mon acte c'est un acte important. Et Fenton, c'est le seul qui garde le point de vue presque du spectateur, c'est-à-dire avec nos codes moraux à nous, en voyant mais c'est une personne qui se fait tuer là. Donc on se projette dans le regard de Fenton, alors qu'en fait, Adam, lui, il voit à travers le regard de son père, et limite, il dit, ouais, c'est bien de faire ça. C'est important. C'est comme s'il y avait des cafards, maintenant on se débarrasse des cafards. Voilà. Tu reparlais tout à l'heure d'Hollywood, pour la musique, et là, moi, je dirais plutôt que c'est... Peut-être que le film aussi s'inscrit, donc comme tu disais, exactement dans l'univers de Stephen King, mais également, on pourrait aussi faire un autre parallèle avec la vision hollywoodienne à l'ancienne, dans le sens où très minimaliste, très sombre, et sans fioritures, sans effets spéciaux, voilà, à part, comme tu disais, avec l'ange, là, avec le truc mécanique et tout, mais tu vois, un peu à l'image de certains films à l'ancienne, tournés en noir et blanc. Comment il s'appelle la Nuit du chasseur. Bien sûr, oui. Il y a avec des enfants encore aussi. Clairement, il y a des clins d'œil à la Nuit du chasseur. Robert Mitchum, non, c'est ça? Oui, c'est Robert Mitchum. Et puis, et même, il y a des clins d'œil à des films comme le Tour d'écrou, pourtant qui n'est pas un film américain, La Maison du Diable aussi, de Robert Wise. Toute cette tradition, finalement, du film qui repose sur la suggestion, en fait, et sur l'atmosphère. C'est des films d'atmosphère. Et là, dès le départ, nous, ce qui nous a frappé quand on voit un film de Bill Paxton, on ne s'attend pas à un film d'atmosphère. Et ça, c'est une maîtrise. Parce que les gens pourraient te dire, ouais, le découpage est assez classique, c'est limite série télé, tu vois. Mais en fait, pour moi, ces gens n'auraient rien compris. Parce qu'en fait, l'agencement des plans, le choix du mix, des effets sonores, de la musique, de mettre certaines choses en champ, installe une atmosphère. Et je vous mets au défi de réussir à installer une atmosphère. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Et c'est là où on se dit, waouh, ce film, il est profond. C'est-à-dire qu'en fait, il est profond, il est sujet à plein d'analyses différentes. C'est-à-dire qu'en gros, on peut le rejeter, mais on ne va pas le rejeter pour ses qualités filmiques. On ne va pas le rejeter parce qu'il est mal filmé, il est mal joué, etc. On va le rejeter pour ce qu'il dit finalement, à la fin, et l'ambiguïté peut-être, qui fait que au-delà du dispositif du film à chute, il y a le dispositif du film à chute qui est super efficace, qu'on adore, Je le suspecte et tout, mais Je le suspecte, c'est des films creux finalement. C'est des films sympas, mais ça raconte rien. D'accord ? Alors que là, ça te questionne toi. Parce que dans cette époque dans laquelle on vit, on se dit la loi du talion, il m'a fait du mal, je vais lui faire du mal. En fait, finalement, c'est ça qu'on questionne. C'est le concept même de justice. Mais c'est quoi la justice ? Est-ce que tu dois faire la même chose ? Tu dois faire subir la même chose à celui qui t'a fait souffrir ? Enfin, tout ça, c'est des questionnements philosophiques ultra complexes et je te repasse la parole. Oui, voilà, écoute, on peut y venir tout de suite. T'as pas parlé par contre des effets, de ce que t'aimais moins. Tu veux faire ça après peut-être ? Ouais, t'as raison, on va parler des réserves. Alors moi, le film, franchement, il y a très peu de choses. Alors j'essaye de parler en général par rapport aux critiques que j'ai trouvées.
J'ai trouvé que certaines personnes parlaient peut-être un rythme un peu lent. Moi, ça n'a pas été mon cas parce que le film fait même pas 2 heures, il fait 1h40. Franchement, je trouve que c'est. J'ai pas Alors senti. peut-être, il y a aussi. Je pense qu'on peut peut-être aussi se perdre sur les différents, flashbacks. Ouais. Déboussoler certains spectateurs en disant oh là, j'ai perdu un peu le fil. Surtout que tu vois, excuse-moi, je Ah non, t'interromps, vas-y, mais bien sûr. surtout que, en fait, le dispositif du flashback, c'est pas ce que j'aime le plus dans ce film. C'est-à-dire qu'il passe par des fondus enchaînés. Moi, j'aime bien les flashbacks qui sont cut. Je me rappelle d'une série qui s'appelait Medium avec Patricia Arquette où les flashbacks étaient, il n'y avait pas de changement et c'était génial parce que tu savais, au départ, pendant la première seconde, c'est pas que tu es dans un flashback. Ah, ok, ouais. Et là, il tombe dans une espèce de facilité où il met des fondus enchaînés à chaque fois. Moi, je suis pas un fan des fondus enchaînés au cinéma, pour être honnête. J'en ai utilisé de temps en temps, moi aussi, mais je trouve ça. C'est un peu comme les parenthèses en écriture, c'est un peu des facilités d'écriture. Donc ça peut déconcerter quand même un peu certaines personnes, je pense. Voilà, parce qu'en fait, t'as le film dans le film dans le film. Tu sais, à un moment, c'est ce qui se passe. Et puis en plus, t'as la voix off, qui est un dispositif que plein de gens contestent. Il y a plein de gens qui aiment pas qu'on leur raconte l'histoire, qu'on oriente leur perception et tout. Mais là, ça a de l'intérêt, vu qu'on en a parlé. Là, parce qu'on t'oriente volontairement sur une fausse piste, exprès. Moi, je pense pas que le rythme est lent. Je pense que ce qui a frustré les gens, c'est le hors-champ, le fait de vendre un film d'horreur. Et moi, j'ai vécu le même problème avec mon film, Le Village des Ombres, quand il est sorti. Les gens s'attendaient à un film d'horreur. Il y a plein de gens qui ont détesté le film parce qu'il n'y avait pas d'horreur, il n'y avait pas de gore. Et des fois, c'est une proposition qui n'est pas forcément claire. Quand tu vois la jaquette et tout, tu peux t'attendre à quelque chose d'un peu plus démonstratif. Or, il y a tout étant hors champ, bah, si tu attends un film d'horreur, bah, tu vas attendre à chaque fois ces moments-là qui ne vont jamais arriver. Donc, ça fait naître une frustration. Et au final, ça peut donner cette impression, finalement, qui est mal interprétée, mais qui dit « Ah, il y a des longueurs ». C'est juste que t'attendais l'horreur qui n'est jamais arrivée. Donc, t'es frustré. Ouais. Alors que c'était pas le but de Bill Paxton. Il n'y a pas ce côté graphique. Non. Et certaines personnes sont demandeurs de ce côté gore, de ce côté sanglant. Les minimalistes, en fait, c'est noir et blanc avec un titre rouge, l'affiche. Regarde, tu vois le visuel. Lionsgate, ils vendent un film. Tu peux te dire qu'il va y avoir des moments graphiques. Tu peux te dire que ça va être comme La Dernière Maison sur la gauche. Tu peux te dire ça. Qu'il va y avoir à la fois l'atmosphère, mais des explosions de violence. Tu peux te dire ça, légitimement. Tel qu'il est marketé le film, tu peux te le dire. Mais après, effectivement, c'est compliqué. Tu peux pas avoir le réalisateur devant l'écran en train de te dire « Attention, mon film va être un film de suggestion, de suspense, de machin. » Tu peux pas. Si j'avais découvert ce film peut-être à 16, 17 ans, 18 ans, où forcément t'es en plein pop-up de ta testostérone et que tu veux voir que des images à la Aliens, tout ça, tu vois, des trucs, des acides, des trucs très sanglants, où je vais même pas rentrer dans les brain dead, les décapitations et tout. T'es devant ce film-là, je peux comprendre que tu vas t'ennuyer et tu vas pas comprendre. Parce que t'es face à quelque chose de trop sombre, en fait, trop obscur et qui va interroger certaines choses dans lesquelles, en fait, tu n'es même pas encore prêt psychologiquement. Bien sûr. Parce qu'il y a vraiment des enjeux d'ordre moral, philosophique, psychologique. Donc on est là en fait sur une forme de trinité. On revient un peu sur Oui. sur la thématique de religieuse. Et je pense que en fait concrètement, pour le dire très sèchement, en fait la personne qui regarde ça et qui est jeune, elle est pas prête en fait, tout simplement. Peut-être que je suis un peu trop dur, hein, dis-moi. Non, Fouad. non, mais moi, je pense pas que t'es trop dur. En fait, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, si tu regardes Les Dents de la Mer, il y aura un moment où tu verras Queen dans le requin. Dans Alien, tu auras un moment où tu verras un cerveau se faire éclater, machin. Donc ces films de suggestion n'en sont pas réellement. Ils en sont la majeure partie du temps, puis à un moment, tu as une explosion graphique, comme une récompense. Même le début d'Alien avec l'explosion. Là, dans ce film-là, tout va être suggéré. Et en fait, c'est pas ce qui va être intéressant dans le film. C'est pour ça que quand tu le vois peut-être à 17 ans et tu le vois maintenant, ou même plus âgé, bah, nous, on voit ce qui nous intéresse dans le film. Et ça veut pas dire qu'on forcément on adhère. Tu sais, tu peux être en rejet de ce qui est dit dans le film, mais trouver que c'est brillant la manière dont c'est fait. Moi, c'est ce que je pense. C'est qu'en le revoyant maintenant à 52 balais, bon, déjà, le rapport du père avec les fils, c'est quelque chose qui me parle vraiment intimement, qui ne me parlait pas quand j'avais la trentaine, quand j'ai vu la première fois. Ce qui m'avait plu à l'époque, c'était le brio aussi de la démonstration avec la chute. J'étais plus sur la chute, mais pas sur la connotation de la chute. Tu vois, je disais, waouh, bien vu la chute. Maintenant, j'en ai tellement vu des films à chute que bien sûr, je peux anticiper. Notamment la fameuse scène où il est confronté avec Power Boost, où on ne va pas spoiler, mais là, tu te dis, ça peut être prévisible. Et après, il y a un dernier acte dans le film qui, lui, reconfigure entièrement ta perception du film. Donc, moi, je suis resté quand même client parce que je trouve que c'est couillu pour un film de studio, même si c'est Lionsgate, d'être allé au bout du propos. C'est un film qui peut être récupéré par les fondamentalistes. Ils peuvent s'en servir comme une espèce de vecteur en disant « Nous, on chasse les démons, regardez ce film ». Et il n'y aura pas de contestation dans le film, à la fin. Là, je spoil un peu, mais en fait, il était Mais fou. attention, Ah ouais. doucement. On Alors, va spoiler après. Alors, on va spoiler Et après, on va confronter Non, mais nos points de vue. Il n'y aura pas de contestation dans le film. Tu vois, tu peux le prendre tel quel et te dire, ok, ben,
luttons contre les démons ensemble. Mais effectivement, c'est compliqué effectivement d'en parler sans spoiler. Oui, on va spoiler après, t'inquiète, on va D'accord. le faire comme tu Mais veux. ce que je veux dire, c'est que vu que tu es dans un film qui est très bien réalisé, très bien mis en scène, bonne direction d'acteur, les enfants d'ailleurs sont exceptionnels dans la justesse, dans la vérité. D'ailleurs, Bill Paxton disait qu'il voulait pas des enfants un peu acteurs, dont on sente encore le jeu. Là, ils sont extrêmement naturels et touchants. On croit direct au rapport qu'il a avec ses fils, tu vois, tu adhères à ça. La VF aussi, elle est géniale. Alors la VF est très bien aussi. Moi, je l'ai revu en VO, mais c'est vrai que la VF était super. J'avais kiffé à l'époque. Alors, ce qu'on perd en VF, c'est le côté texan, parce que clairement, ça a de l'importance. C'est ce côté, enfin, ça amène une ruralité, clairement. C'est important dans le film. Ça amène. Pas pour rien qu'il va y avoir un mec du FBI, tu vois, et pas un commissaire, un New-Yorkais. Enfin, tu vois, je veux dire. Bien sûr. C'est vrai que on est dans un film qui est bien filmé, bien réalisé, bien raconté, avec une belle musique, tout ça, avec une atmosphère lourde. Et mine de rien, on nous amène vers quelque chose qui peut être contestable. Alors que la plupart du temps, ces films-là sont inoffensifs. Tu regardes Le Sixième Sens, tu vas adorer peut-être le film La Chute, ça reste inoffensif. Il n'y aura pas d'impact politique ou sociétal dans le film. Tu vas juste te dire, ah, mais en fait, là, je vais spoiler Le Sixième Sens. Ah, en fait, il était mort depuis le début. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais une préférence pour les autres d'Amenabar, parce que dans les autres, il y avait une conception intéressante de la bigoterie, de ce que la religion est capable de mettre dans la tête des gens, et au final, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc ça, c'est pour ça que j'ai aimé cette profondeur en plus dans le film Amenabar. Mais dans ce film-là, effectivement, vu que le film, il t'amène dans une logique, au début, limite, t'achètes tes pop-corn et tu vas voir le film. C'est vrai. Puis après, t'arrives à la fin, tu fais « Oh, attends ». Et là, tu peux te poser des questions. Je te repasse la parole. Ouais, écoute, je pense que maintenant on a fait un petit peu le tour. On peut dévoiler la fin du film. Wow. Et surtout. Cassez-vous, partez, Ouais. allez voir le film et revenez. 1 heure, ça fait à peu près 1 heure. Ça va. Vous allez voir le film. C'est quoi, une mise en bouche, comme on dit? Ouais, Un c'est ça. petit- un petit teaser, un un petit petit- apéro. Voilà. Et donc maintenant, l'idée c'est que vous alliez voir le film. Et puis maintenant, on en reparle et vous revenez à ce moment-là. Voilà. Attention, ça va spoiler salement. Tu sais que c'est la première fois que je fais ça dans le Spectrum, hein, Fouad. Bah C'est-à-dire écoute, je que suis là, je te content. donne une double exclusivité. Hein. Déjà, un de mes top 10. Et en plus, Ça a du sens. là où moi je rebondis complètement sur ce que tu dis, c'est le regard et le point de vue. C'est-à-dire que tout dépend Bien sûr. quel regard on adopte. Bien sûr. Et c'est ça qui est super fort également dans ce film-là. C'est qu'on est toujours nuancé. Et est-ce qu'il y a vraiment des méchants et des gentils? Mhm. C'est un peu à l'image de la vie. C'est qu'il y a des choses qui se font, on peut compartimenter les gens, mais en même temps, tout est une question en réalité, et c'est important de choisir bien ses mots. C'est toute une question, et tu l'as dit encore une fois, de perception. C'est pour ça que les mots ont un sens, et la perception et le regard qu'on va avoir. Et si on regarde par rapport justement, Fenton agit au final en tuant son père. Bien sûr. D'accord? Parce que c'est sur le dernier meurtre où justement il lui demande de tuer un mec qui est censé être un pédophile. Non, c'est pas un pédophile. C'est pas un pédophile, c'est pas un tueur d'enfants? C'est le dernier, mais je crois que le pédophile, c'est juste avant. Ah, peut-être que je me trompe alors. Dans la narration, en fait, il y a le pédophile et lui, il va se faire tuer. Ah, bien D'accord. sûr, t'as Et raison, après, pardon. Il y a un mec un peu Il y a un mec violent avec sa femme. qui maltraite sa femme. Qui maltraite sa déjà, femme. il arrive. Ouais, bien, excuse-moi, t'as Non, tout à pas fait de souci. raison. Enfin, lui, j'ai envie de dire, c'est un démon qui est pas trop caché, hein, du coup. Hein. Non, manière dont tu le vois. non, clairement. Non, mais Il transpire la violence, l'agressivité. il faut que tu parles d'abord du premier spoil, l'histoire du point de vue, parce que il y a ce moment. Là, c'est le spoil ultime, tu veux dire? Il y en a deux quand même. Enfin, pour moi, il y a le premier spoil. Là, attention, ça va spoiler. Je te laisse le deuxième. Le premier spoil, c'est Power Booth qui se retrouve dans l'endroit où il y a les Donc, corps. le fameux jardin. Voilà, Parce qu'il l'amène, en fait. Il Et sort. c'est Matthew McConaughey qui est censé être Fenton, mais qui n'est pas Fenton. En C'est fait, ça. on nous a raconté ça comme s'il était celui qui croyait pas. Or, il est celui qui croit. Il est Adam. Voilà. Et c'est pour ça, moi, effectivement, aujourd'hui, ça marcherait plus sur moi parce que je me dis forcément, c'est Adam parce que c'est lui, le personnage qui commet les crimes dans la continuité du père. Donc, ils vont pas mettre un acteur, entre guillemets, un second couteau pour faire ce personnage-là. Et Fenton est joué par un second couteau, on sait même pas qui c'est l'acteur, hein, d'ailleurs. Mais il est pas mauvais, c'est juste que je sais pas qui c'est. Et d'ailleurs, on comprend. Tu parles adulte, hein? Oui, Le adulte, Fenton bien adulte, sûr, ouais. parce que le Fenton adulte, finalement, c'est celui qui n'a pas commis les crimes, mais qui, en gros, a fait des plans, c'est exactement que c'est son frère qui a commis les trucs et qui finit par se tirer une balle parce qu'il n'arrive pas à le. Il n'arrive pas à le. Je sais même pas si d'ailleurs il se tire vraiment il se tire une balle ou Si, il se tire une balle, Il se tire ouais. une balle, c'est ce que j'ai compris. Donc en fait, il pète les plombs et d'ailleurs son frère lui avait promis qu'il l'enterrait et en fait le frère, c'est Adam. Voilà.
Mais en fait, je te laisse faire le deuxième spoil, parce qu'il est intéressant, le deuxième spoil, par rapport à l'identité de Power Booth. Ouais, Power Booth, en fait, on se rend compte que finalement, un peu à la Seven, hein, du coup. Exactement. Pourquoi il s'est livré spécifiquement à cet agent du FBI? C'est parce que celui-ci, et d'ailleurs, pendant la conversation, il fait Plein quelques allusions, plein d'allusions. Ça commense comme ça. Il C'est est en ça. train de regarder le cadre. Ouais. Il dit pourquoi vous touchez à ce cadre et tout. Ouais, il est c'est avec ça. sa mère. Vas-y, Il est je avec t'en sa prie. mère, et en fait, carrément, l'agent du FBI a tué sa mère à coups de couteau, sauvagement. On sait pas du tout pourquoi. Et du coup, il est là pour justement incarner la justice, décision, la justice divine, divine. parce que cet homme-là est C'est un démon. un démon et il est dans la liste. Ouais. Il est dans sa liste. Et du coup, il lui dit, mais comment vous le savez? Bah, c'est là où on bascule dans le fantastique pur. Parce que jusqu'à présent, on pouvait se dire avant ça que c'était la psyché détraquée du personnage de Bill Paxton. En gros, il était fou, c'était un illuminé qui était devenu illuminé. Il a entraîné son fils en l'occurrence. Et en gros, peut-être que son fils, il est aussi taré que son père, quoi. Et en fait, à partir de là, vu qu'il a des informations qu'il ne pouvait pas savoir que Power Booth avait tué sa mère, on commence à dire, là, on est dans du fantastique pur. C'est-à-dire que là, Bill Paxton décide de mettre les pieds en plein dedans. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans le suggestif. Il dit, OK, clairement, il y avait des visions. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de ça. C'est quand je parlais de David Cronenberg qui fait Dead Zone, d'après King, avec Christopher Walken qui attrape le sénateur Stilson et qui sait très bien, Martin Sheen, que ça va être Donald Trump puissance 10. Donc, voilà. Et le coup des visions, à travers, je te touche et d'un coup, je découvre ta véritable nature. Là, c'est parce qu'il le touche aussi. Avant de le toucher, il ne sait pas quel type de crime il est coupable. Non, il ne sait pas. Et là, donc, il a la projection. Donc là, il a la confirmation. Donc là, il a un flashback. Parce que c'est pour ça que tu disais un flashback dans un flashback tout à l'heure. Mais là, vu que maintenant, on revient sur le vrai moment du film, en fait, sur la narration initiale, en termes de temporalité. Et là, après, hop, il l'accroche. Et là, il sent, et là, il voit en fait que finalement, il a tué sa mère. Mais d'un autre côté, il le savait déjà, parce que sinon, il n'aurait pas fait des allusions. Non, alors il le savait déjà, c'est parce qu'il avait... le mode opératoire ne le sait pas, en fait. Non, parce qu'en fait, il avait la liste, il avait le nom. Oui, mais comment il savait qu'elle avait tué sa mère? Parce que c'est quand même suggéré. C'est pour ça qu'il fait plein d'allusions à sa mère. Alors, ça, je sais pas. Alors, je vais me poser la question maintenant, là. Je sais pas. Il faut demander au scénariste Brent Haley. Peut-être qu'il sait, mais pas le mode opératoire, il le connaît pas. Moi, je pense qu'à mon avis, il a juste besoin d'une confirmation. Il a surtout besoin de l'amener dans un endroit à part pour pouvoir le tuer. Tu vois, donc et il la pâte en lui disant, tiens, je sais qui a tué, qui est le tueur, la main de Dieu, quoi. Là, il bascule dans quelque chose qui peut mettre mal à l'aise pas mal de gens. C'est pour ça que j'ai lu quelques critiques qui disent, le film a une morale nauséabonde, c'est honteux, c'est pas bien. Parce qu'en fait, ça dit juste... C'est très réactionnaire. Réactionnaire, c'est-à-dire qu'en gros, la justice de Dieu est là, les gens qui sont méchants, on va s'en débarrasser. C'est ce qui guide la plupart des fondamentalismes dans le monde, hein. Aujourd'hui, même à l'époque, imaginez l'Inquisition, ça sort pas de nulle part. Al-Qaïda, aujourd'hui, Netanyahou et sa clique parlent de éradiquer un certain peuple parce que en fait, ce sont pas des humains, machin, voilà. Enfin, il y a vraiment ça en parallèle qui est flagrant dans le film. Mais dans la question, justement, c'est intéressant ce que tu dis. Mais donc, est-ce que pour toi, ça existe des démons humains? En fait, je pense... Moi, j'ai une philosophie très particulière. C'est là où, à mon avis, on n'est pas forcément d'accord. C'est un super exemple que tu as fait, là. C'est une super démonstration que tu viens de me faire. Des mecs comme Hitler, est-ce que c'était pas vraiment des démons humains? Fourniret. Michel Fourniret. Tu vois, si tu touches la main de Fourniret, ce mec-là qui est avec son... qui a tué combien de personnes? L'autre qui était un chauffeur là de... Oui, il y avait Francis Émile Louis, carrément des plein. femmes et même handicapées. Jeffrey Dahmer et tout ça, enfin voilà, il y en a plein. Ces gens-là, en fait. Alors, je suis pas en train de te dire qu'il faut faire une liste et les Liste. décapiter. Attends, est-ce qu'on a une J'en suis pas encore à ce niveau. Mais c'est nul. Mais c'est intéressant sur l'ordre moral parce que, encore une fois, quand dans le film, ils sont en train de nous dire que Fenton est dans la liste et son père y croit pas, mais finalement, c'est Fenton qui a tué son père et c'est pas le père qui a tué Fenton. Non. Donc le père, il a tué effectivement quelqu'un, mais voilà, on sait dans quel contexte, même si pour nous, on est d'accord, il n'y avait pas besoin. Après, c'est vraiment dans l'histoire pour montrer le contraste, en disant, mais tu vois, là, j'ai tué quelqu'un, oh mon Dieu, dans quelle situation je suis? Et on sent qu'il vraiment, il est terrassé. Si tu regardes bien le récit du film, avec la dimension fantastique, tout se tient. Et tout dans ce regard-là, il y a une cohérence. Il y a une problématique justement dans ce que tu dis, parce que c'est hyper intéressant. C'est Fenton. Parce que le problème, c'est que... C'est Fenton qui se tue en plus, c'est même pas Adam qui tue son propre frère. Mais pourquoi il est considéré comme un démon alors qu'en fait, lui, il veut juste empêcher son père de tuer des gens? Donc ça veut dire que, et ça illustre ce que je pense moi, c'est qu'en fait,
parce qu'il y a cette espèce d'illumination religieuse qui fait, nous, on a l'ordre moral, et ben, ce que tu fais, c'est-à-dire empêcher ton père de mener la mission de tuer les démons, c'est mal. Donc toi qui es un innocent, tu es considéré comme un démon, donc tu dois mourir. Oui, mais à ce moment-là, donc comme toi, tu n'es pas d'accord avec cette vision, là je parle du personnage, Ouais, bien sûr. vu que tu n'es pas d'accord, et selon ton regard, ça qui est intéressant, c'est que selon ton regard, ce sont des innocents. Donc à ce moment-là, lui, il pense que son père est un tueur en série. Bien sûr. C'est exactement ça. Bien sûr. Donc lui, sous l'effet, sous ce prisme-là, sous ce regard de dire mon père est un illuminé fanatique, Mhm. il tue des êtres humains qui sont comme moi, voilà. Et du coup, selon lui, selon Fenton, ça justifie le fait qu'il tue son propre père. Bien sûr. Il commet quand même aussi un meurtre. Alors il commet un C'est meurtre. comme si un mec disait mais non, mais faut pas, je suis contre la peine de mort. Par contre, si toi t'es pour la peine de mort, moi je te tue. Oui, mais simplement, c'est pour ça qu'ils ont inventé la justice et les circonstances atténuantes, par exemple. Tu pourrais te dire que parce qu'il savait que son père, selon sa perception, et qu'il était donc, il n'avait pas accès aux visions, parce que je rappelle qu'il y a des visions très claires. Dead Zone, j'en ai parlé, mais c'est ce qui préfigure Dexter aussi, c'est-à-dire l'idée que les gens qui sont tués ont vraiment commis dans ce film, c'est affirmé à travers des flashbacks qu'ils ont. L'infirmière, elle a égorgé quelqu'un. Le mec en surcharge pondérale, on va dire, c'est un pédophile. Et le gars, à la fin, visuellement, il est violent et tout ça. On ne sait pas, on n'a pas les détails. Mais c'est quelqu'un qui est un criminel. Donc, en gros, dans le film, on dit, bah ok, ce sont des démons parce qu'ils commettent des actes répréhensibles, donc ils méritent la mort. Mais je rappelle que Fenton, lui, n'a pas les visions. Donc, en fait, il pourrait être légitime à empêcher son C'est père ce que je suis en train de faire te dire, ça. c'est que son regard à lui, pour lui, dans sa tête, il fait en sorte, il débarrasse le monde d'un tueur en série. Oui, sauf que c'est pour ça mais il tue quand même. Il tue quand même, mais il est perçu. Et c'est là où c'est Et intéressant. c'est ça qui est C'est intéressant. oui, mais sauf que pour Dieu, dans son bureau là-haut, il devient un démon. Or, il devrait lui donner des circonstances atténuantes parce qu'en fait, il ne tue pas en voulant commettre le mal, mais il pense faire le bien. Donc c'est Mais là où c'est- ça devient compliqué. Mais c'est pour ça qu'il est dans la liste. C'est parce que Dieu, comme c'est l'œil de Dieu, comme on dit, il est omniscient, il sait tout avant et après. Il sait que Fenton va commettre cet acte-là sous son libre arbitre à lui, sous son regard à lui. Bien sûr. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il le met. Alors c'est mon interprétation dans la liste en disant attention. En fait, ce que tu sais pas, c'est que ton fils, il va commettre Oui. un acte répréhensible. Il va carrément te tuer. Mais finalement, c'est pas toi qui va tuer ton enfant, mais c'est plutôt finalement, c'est même pas le frère. Parce que logiquement, ça aurait dû être Adam qui tue Fenton. Parce que voilà, il est dans la liste. En plus, il aurait pu dire mais attends, t'as tué notre père, qui était un justicier de Dieu. Et du coup, c'est même pas ça. C'est Fenton qui se tue lui-même. Il se suicide. Et le suicide qui est interdit en plus dans toutes les religions monothéistes. Donc du coup, on va très très loin dans la profondeur de l'analyse. Oui, mais sauf que le problème que j'ai moi, c'est que pour moi, il y a une différence de gradation entre les crimes qui sont commis par les gens qui sont considérés comme des démons et ce que fait Fenton. Pour moi, il ne devrait pas être perçu comme un démon, même s'il tue son père. Parce qu'il tue son père en pensant, lui, faire le bien. Alors qu'en fait, les autres, la meuf qui égorge le gars, le pédophile, ne pensent pas faire le bien. Mais à ce moment-là, Fouad, c'est exactement la même chose pour Bill Paxton, pour le père. Puisque lui, il ne mérite pas d'être tué, puisque lui, selon son regard à lui, il débarrasse les gens des démons. Donc il n'a pas à mourir. Par exemple, moi, j'avais un très bon ami qui m'avait expliqué qu'il était athée, mais athée extrémiste. Je ne connaissais pas, en fait. Il m'a dit, mais pour moi, c'est une aberration. Alors, il ne visait pas une religion en particulier, mais il disait le fait que croire en un au-delà, de croire en quelque chose de mystique, de différent, pour moi, c'est tellement une aberration, c'est tellement pas pragmatique, c'est tellement pas dans le bon sens, que ces gens-là mériteraient de mourir. Il m'a dit, avant, je pensais ça. Il n'est jamais passé à l'acte, bien sûr. Mais il m'a dit, c'est dans ma pensée. Je pensais ça. Je me disais, mais c'est tellement une hérésie complètement ouf de croire que quand t'es mort, tout s'arrête. Hérésie, c'est un terme religieux, c'est drôle. Ah ouais, pardon. Donc, non, mais c'est pas. Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est et donc, c'est tellement une abomination. Enfin, je sais pas quel ça terme aussi. on peut utiliser. Ah, purée. C'est que des trucs Ah ouais. religieux, en fait. Alors, c'est complètement illogique. Bon, bref, hors sol. Voilà. Allez, Même si, hors voilà, sol. le sol. On se retrouve tous au sol. Et du coup, il expliquait ça. Et je trouvais que c'était super intéressant d'avoir son... J'ai fait, ah ouais, ok, mais je sais. Il me dit, ouais, mais en fait, avant, je pensais ça. Alors là, aujourd'hui, il est toujours athée. Moi, personnellement, moi, je suis athée. Moi, je suis croyant. Moi, C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et donc, il y a certains États Mhm. dans le monde. Pense par exemple, tu sais, à la Chine, qui est un État à la base d'obédience taoïste, où en fait, eux, c'est plus une philosophie avec des rituels religieux, mais c'est plus une philosophie de vie. Et il n'y a pas vraiment d'au-delà, c'est plus des esprits, des fantômes, mais bon, voilà. Après, c'est différent avec le bouddhisme qui, là, croit en la réincarnation en fonction des actions que tu aurais faites. Et du coup, il y a certains États aussi qui sont peut-être non religieuses, mais qui vont aussi persécuter des minorités Sûr. parce qu'elles sont, elles,
elles pratiquent une religion. Elles commettent même pas une justice divine en disant on va tuer telle personne. Je pense par exemple aux Ouïghours que tu bien sûr. connais très bien. C'est des musulmans, C'est les des Ouïghours. musulmans chinois, asiatiques en fait. Oui, c'est ça. On sait aujourd'hui maintenant qu'ils se font torturer, qu'ils se font massacrer, qu'il y a des choses qui se passent. Ils sont dans des camps carrément. Ouais. Et c'est dû en fait à leur foi. Ça, moi, j'avais entendu des trucs où genre il y avait des mecs qui pouvaient rentrer chez toi, et ils pouvaient copuler avec ta femme devant toi normal. Ou sinon quelquefois tu devais adopter un Chinois qui est pas musulman, mais tu dois l'avoir dans ta famille et le mec il a des droits sur toi. Enfin des trucs qu'on On imagine appelle même ça pas. des macronistes, je déconne. Des trucs, des choses où tu dis waouh, en fait ça existe. Ouais, ça existe. Sur le fait de dire oui, mais parce que votre religion c'est une aberration, c'est complètement voilà. Et puis après ils se servent aussi du prisme de fondamentalisme en disant oui, non, c'est des extrémistes, non, ceci c'est des religieux, c'est peut des terroristes éventuels et tout. Donc ils se servent aussi de ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout dépend en fait au final du regard qu'on a. Oui, mais Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et aujourd'hui, après, pardon, je termine. Après, je non, te laisse vas-y, promis. je t'en prie. Je réfléchis. Et il y a même et on parlait de justice divine, on parlait de justice de droit. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va commettre un meurtre, je sais pas, un mec comme Lelandais, c'est ça? Ouais, Nordal Lelandais. Ouais, pardon. Le mec, je crois, il a tué une fillette, c'est ça? Il l'a violée. Et à la fin, le mec, il se retrouve en prison et il peut faire un enfant. Je veux dire, est-ce que des gens qui se réunissent dans un tribunal qui est en fait une pièce aménagée, ou que ça peut être un tribunal ou ça peut être un autre endroit, on va mettre des robes et on va dire toi, t'as tué telle personne, finalement, tu vas faire, je sais pas, 3 ans de prison. Là, il y a une jeune femme là, qui s'est fait tuer par un mec qui est un migrant, qui s'est fait violer au bois de Boulogne. Et le mec avait déjà des casseroles pour viol. Le mec, il avait un OQTF. Est-ce que tout ça amène vraiment à une justice pour des familles? Moi, j'ai vu des reportages où les gens disaient voilà, le mec, il a fait 3 ans de prison, il a tué quelqu'un. Comment on vit le truc et qu'est-ce que veut dire ce film au final? C'est quoi le regard on peut avoir là-dedans, en fait? Est-ce que quelqu'un qui est fondamentalement religieux, est-ce que ça veut dire que fondamentalement il n'est pas humaniste? Et c'est aussi tout ça qui interroge le film au final. Et c'est pour ça que je comprends qu'il y ait des gens en fait qui ne partagent pas ces idéaux-là et qui se disent finalement le film, la fin, elle est dégueulasse, on ne souscrit pas à cette fin parce qu'elle ne correspond pas à notre point de vue. Mais je pense que même des religieux, à part, comme tu l'as dit, vraiment des gros fondamentalistes, extrémistes, ils vont dire ah ouais, franchement, c'est nickel. Regardez, on va tuer des gens parce que regardez, dans le film de Bill Paxton, ils le disent. Mais attends, c'est une fiction et il y a une dimension fantastique. Faut quand même avoir un recul sur les choses. Je pense pas que ce film-là, il était interdit aux États-Unis ou autre parce qu'il a poussé des gens à tuer. Où on se dit mais est-ce qu'il y a des personnes sur cette terre qui réellement, c'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que ce sont des démons humains? C'est-à-dire que ce sont des humains, mais ils ont une dimension en elles où ils ont un penchant qui les amène au mal et qui commettent en fait des choses, des actions de meurtre et de tuerie à grande échelle éventuellement. Donc c'est ma question. Non, mais c'est une bonne question. Mais en fait, c'est parce que on peut parler de plein de monde. Hein. J'entends, mais en fait, moi j'ai du mal avec le prisme effectivement religieux des choses. Pour moi, démon, c'est forcément relié à la religion. Or, moi, je suis athée, pas extrémiste au point de vouloir tuer les autres. Mais merci. Non, mais c'est intéressant. Non, mais je vais t'épargner ce soir. Non, mais c'est intéressant parce que tout dépend de la conception que tu as de l'humain dès le départ. Quand tu dis il est très humain cette personne, pour moi ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'à la base, pour moi, l'humain, si tu te bases un peu même sur le règne animal, n'est pas forcément un être moral. C'est-à-dire que la moralité, c'est quelque chose, c'est un concept qui a été inventé par les humains, le bien, le mal. À une époque, on pouvait très bien violer un enfant, enfin pas violer un enfant, mais avoir des rapports avec un enfant. C'était, tu sais, au temps des Grecs et machin, c'était admis par la société. Aujourd'hui, bien sûr, c'est complètement immoral et je suis le premier à vouloir être très en colère contre les gens qui font ça. Mais vraiment. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, sur un film comme celui-ci, la question c'est à quel moment tu détermines le bien et le mal. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est pour ça qu'on a eu ce débat tout à l'heure qui est super intéressant sur Fenton, parce que ton point de vue, il est entendable et le mien aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, Fenton, il est considéré comme un démon sur la base d'une justice divine qui dit c'est un démon parce qu'il veut empêcher son père de commettre la mission qu'on lui a transmise. Mais c'est surtout qu'il tue son père. Et il tue oui, mais il tue son père, mais pas. Il passe à l'acte. Mais il tue pas son père juste parce que c'est un psychopathe qui a envie de tuer son père. À la base, il a rien de négatif en lui. Il a pas. Et tu parlais effectivement de tous les Hitler, de machin. Moi, je pars pas du principe que c'est des démons. Je pars du principe que ce sont des humains et que l'humain peut s'améliorer, notamment au contact de l'art, de la réflexion, de l'éducation, tout ça. Tout dépend si tu pars du principe que l'humain est un être positif à la base. Moi, c'est pas ma conception. Je pars du principe que c'est un être qui va avoir envie de faire du mal à l'autre, qui va vouloir... T'as qu'à voir des gamins qui jouent dans une cour d'école, à la base, avant même toute forme d'éducation.
Déjà, même des animaux, tu vois, certains animaux qui tuent leurs frères et sœurs pour pouvoir survivre. Donc, à la base, il y a ce truc-là, ce côté. Moi, je pars du principe que l'être humain, dès le départ, n'est pas forcément un être moral ou positif ou machin. D'accord ? Pour toi, intrinsèquement, l'être humain, il est pas doué de bon sens. En disant, il n'arrive pas à distinguer le bien et du mal. Alors, en fait, c'est parce que c'est tout le principe, c'est de revenir à cette logique du bien et du mal. Parce que le bien et du mal, c'est quelque chose qui est. Le bien et le mal, c'est déterminé. Regarde, pour quelqu'un qui va être anti-avortement, le mal, c'est de se faire avorter. Pour quelqu'un qui est pour les droits de la femme, le bien, ça va être de pouvoir se faire avorter. Donc, c'est quoi le bien et le mal ? Tout dépend de ton prisme. C'est pour ça que le film, il est intéressant. Et quand tu écoutes Bill Paxton dans ses interviews, lui, je pense qu'il s'est un peu pris au piège d'un truc. C'est-à-dire qu'il voulait pas faire un film creux. Il a été dépassé, peut-être. Mais oui, parce qu'en fait, tu fais un Usual Suspect, chef-d'œuvre, film creux. Sixième Sens, chef-d'œuvre, film creux. D'accord ? Me dis pas que ça a fait bouger les choses d'un point de vue sociétal, ce film. Puis il y a des films, Volotine et le Coucou, des films comme ça, qui vont bouger les gens. Ah merde, dans des instituts psychiatriques, il y a des violences, ça va nous faire réfléchir. Tu vois ? Il y a des films comme ça. Et là, effectivement, dans ce film-là, le problème, c'est qu'il a voulu faire un Texas horrific thriller, si tu veux. Et tu le vois d'ailleurs, c'est marrant parce que dans l'interview que j'étais en train de regarder quand on s'est retrouvés tout à l'heure, je vous conseille de la trouver sur YouTube, il est hyper touchant, ce gars-là. On voit qu'il a envie de faire un film. Il veut sortir justement de son image de mec, entre guillemets, cool, juste un peu second rôle sympa. Il dit, je vais aller là où ils m'attendent pas. Et il a réussi en partie. Pour moi, en tout cas, il a réussi. Pour d'autres gens, ils pourront contester. Et il va faire un film, et il va malheureusement, à mon avis, et là, tu parlais des défauts du film, il fait un film qui aurait dû se prolonger là où ça devient super intéressant. Ah oui. Parce que le film fait 1h40, un film de 2h, 2h10, ça m'aurait plu. Il aurait pu développer, ouais. À partir du moment où on se rend compte que le shérif dans le petit bled, c'est Matthew McConaughey, que sa femme qui bosse avec lui est enceinte d'un futur, ouf, hein. Quelqu'un qui va perpétuer finalement ce que la mission divine, et que il serre la main de l'agent du FBI, parce que je rappelle, Power Booth a été, donc c'était une des victimes parce que c'est soi-disant un démon, et il serre la main de ce gars et dit, ah, vous êtes quelqu'un de bien. Ça veut dire que selon leurs critères et la mission, ils peuvent décider que toi, par exemple, Jamel, t'es un démon. Et donc, ils vont venir te tuer. Et alors que peut-être à la base, tu l'étais pas. C'est-à-dire qu'en fait, on nous montre clairement, on nous téléphone vraiment les actions de chacune des victimes en disant clairement, ce sont des démons. Et c'est pour ça que le débat de Fenton, il est intéressant. Parce que c'est le seul dans le film où là, il peut y avoir un débat pendant des plombes. Alors que les autres, il n'y a pas de débat. Non, c'est vrai. Tu vois, il n'y a pas de débat. Clairement, les autres, c'est un pédophile. Ok. Et donc, on en revient à ce que tu étais en train d'évoquer juste avant. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on fait justice soi-même ? Est-ce qu'on est Charles Bronson dans Un justicier dans la ville ? Non, mais c'est vrai. Parce que c'est un vigilante. Non, mais c'est ça le truc. Parce que C'est vrai. problématique, elle est là. C'est que la violence appelle la violence. Moi, bien sûr, j'ai des enfants. S'il y en a un, il y a un mec qui le tue, machin. Bien sûr que j'ai une envie létale vis-à-vis de cette personne de le tuer, machin. Une pulsion. Ouais. Une pulsion. Mais la question, c'est dans quel système on vit avec un état de droit, avec une justice, parce que il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des erreurs de perception. Et c'est pour ça que Fenton, pour moi, c'est ce qui montre que quelque part, le film, il est un peu moral aussi. Parce qu'il te montre qu'un innocent, il y en a deux qui se font flinguer dans le film, c'est le shérif, et tu as très bien fait de le noter tout à l'heure. Le shérif, il a aucune raison de se faire tuer. Parce que franchement, il était en train de se barrer, machin, voilà. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, est-ce que c'est une concession à ses producteurs pour faire une scène un peu plus sexy, entre guillemets, non, mais c'est pour montrer que Bill Paxton, il a des remords, parce que là, c'est un vrai, c'est un innocent, c'est un humain, quoi. Tu vois, et c'est pour montrer que là, il tue quelqu'un, et avant, il détruisait un démon. Pour montrer le contraste, en fait. Et il y a le personnage de Fenton, parce que là, en discutant avec toi, moi, j'y avais pas forcément pensé, mais on se rend compte que tout se joue là-dessus, sur le fait que pourquoi lui, c'est un démon. Et c'est là, et ça pose la vraie question de à quel moment tu détermines que telle personne, c'est un démon. Et selon quel prisme ? Parce que moi, ce qui va être un démon pour toi, ça sera pas forcément un démon pour moi. Je vais peut-être te trouver des circonstances atténuantes pour, je sais pas, un tueur en te disant, oui, mais peut-être que le mec, il avait été violé, qu'il avait été. Il y a eu les frères Menendez, il y a eu la série qui est sortie sur Netflix il y a pas longtemps. Okay. C'était intéressant. Et justement, leur procès a été revu parce que c'est une série, notamment avec Javier Bardem, qui joue un père ultra possessif, ultra violent, et il le tue. Et ça, c'est une histoire vraie. Et suite à la série, il y a eu tout un mouvement aux États-Unis où effectivement, ces gars-là, on se rendait compte qu'ils mentaient peut-être pas quand ils disaient que le père avait été hyper violent, qu'il les avait violés et tout. Et limite, les gens disent, alors attends, ils sont en prison depuis 30 ans, ils ont certes tué leurs parents, mais ils avaient peut-être des raisons. Donc en fait, tu vois, c'est intéressant. Ça questionne vraiment
la problématique de la justice. Qu'est-ce que c'est la justice? C'est quoi tes bases? Et ce film, à mon avis, ça lui échappe. 1h40, ça dit tout. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a, à partir du moment, c'est là où le film peut perdre des gens. Je préfère le dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire attends, c'est de ma gueule et tout. Alors que nous, on a aimé le film parce qu'il y a la chute. Tu sais, on était encore dans l'énergie de cette chute. On fait ah putain, c'est bien vu et tout. Puis après, tu commences à te poser des questions. Et voilà. Mais bon, je te repasse la parole. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette chute, c'est ce que tu disais, c'est que cette chute, elle est tellement surprenante, mais elle est tellement à contre-courant. Elle est très subversive, en fait, finalement. Mais est-ce qu'elle l'est vraiment? Je veux dire, pour le regard de la plupart des spectateurs, elle est quand même... toi, tu disais tout à l'heure, tu as utilisé le terme, l'adjectif couillu. Il y a plein de gens qui sont partis en aversion. Ils avaient apprécié les qualités intrinsèques du film, la mise en scène, le jeu et tout ça, mais ils se disent, ouais, mais en fait, là, c'est une apologie à le fait de tuer les gens. Du coup, est-ce que pour toi, le terme justice, est-ce que c'est un terme aussi qui est un dérivé de la religion? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être aussi face au bon sens? Parce que tu l'as dit à plusieurs reprises. Je suis pas sûr que ce soit lié. Parce que tu as dit bien et mal, pour toi, c'était connoté. Ok, ouais, j'ai entendu. Ouais. Mais justice, non, ce qui est connoté, c'est pas le bien et le mal. Enfin, ce qui est connoté, c'est l'idée de faire appel des c'est démons, les démons, les anges. Ah oui, ça, clairement. Rappelle, bah oui, ça, lui, clairement. il y a un ange qui vient lui parler. Oui, clairement. Il y a le démon. Oui, c'est sûr. Mais en fait. Mais la justice. Est-ce que intrinsèquement, une personne, je veux dire, quand elle naît, si elle grandit, c'est pas forcément sans éducation. Tarzan, tu vois. Est-ce que, dans la nature, est-ce qu'il va avoir cette notion de justice, selon toi, selon ta perception? Pour moi, il y a quand même une forme intrinsèquement de bon sens. C'est-à-dire que si tu tues un oiseau, je sais pas, tu prends une pierre, tu détruis un animal, un truc, tu sais, ou si je sais pas, si tu tues quelqu'un ou si tu voles quelque chose enfin, je sais pas comment expliquer, mais si tu commets, c'est dur de pas dire le mot mal, tu vois. Mais si tu fais un acte répréhensible. Si tu fais un acte de cruauté, pour moi, intrinsèquement, tu dois quand même le savoir. Ce qui, pour moi, fait la différence avec des animaux qui réfléchissent qu'avec leur instinct. Moi, j'estime que nous, on a quand même cette notion intrinsèque de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. J'utilise pas bien et mal, mais je te fais une petite pichenette. Une petite pichette. Mais tu vois, mais on a quand même cette notion de justice. Mais pour toi, peut-être que non. Non, mais moi, oui. C'est intéressant parce que, encore une fois, et tu l'as souligné, le mot que j'ai le plus employé, c'est perception. Tout est une histoire de point de vue et de perception. Tu as peut-être l'impression de faire quelque chose de bien quand, par exemple, tu dénonces des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale en te disant bah ouais, je vais protéger comme ça mes enfants, ils vont pas se faire emmerder par les nazis, bah là, je vais dénoncer les voisins, comme ça, au moins, je vais être tranquille. Donc, tu as l'impression de faire quelque chose de bien. Des années plus tard, tu te rends compte que tu as été une merde, selon d'autres critères. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est toujours pareil. Question de point de vue, pas de côté ou pas de côté, où on est. Et dans ce film, le problème, c'est que, et c'est là où j'en arrive aussi au problème qu'il y a avec ce film aussi à la fin, c'est que il peut être pris, j'en ai parlé tout à l'heure, il peut être pris comme argent comptant, en mode Matthew McConaughey, qui est un acteur hollywoodien. Je rappelle que c'est une figure importante parce que c'est aussi un gars qui vient de la country, donc c'est un pays extrêmement religieux, beaucoup plus que la France. Hein. Et donc, si tu te bases, je sais pas, sur une partie des électeurs de Trump, ou tu vois, des gens, ils vont se dire c'est très bien. Et rappelons le terme qu'emploie Netanyahou et qu'employait aussi George Bush, le camp du bien. Ça vient d'où, ça? Le camp du bien contre le fameux clan du mal. L'axe du mal, c'est qui l'axe du mal? Parce qu'effectivement, ils vont nous dire, ouais, bien sûr, les intégristes, machin, voilà. Mais sauf que pour eux, on voit bien maintenant que l'axe du mal, c'est tout ce qui n'épouse pas les valeurs occidentales telles que nous-mêmes, qui sommes nés dans ce pays, on nous les a inculquées comme étant les bases. Et on voit bien que tout est remis en question actuellement sur des bases qui étaient celles qu'on nous a inculquées. Le bien, le mal, ça veut dire quoi? Quand tu laisses effectivement, je sais pas moi, des écoles entières se faire bombarder des hôpitaux, il est où le bien, le mal? Mais pour, par exemple, d'autres personnes, ça va être non, on doit préserver la société occidentale à tout prix, donc on fait le bien. Tu vois? Donc en fait, le film, à la fin, c'est là où je dis que Bill Paxton, il est un peu dépassé par son film, parce qu'il a du talent. À mon avis, c'était un vrai grand metteur en scène, mais il est allé là où un mec comme Kubrick ne va pas s'aventurer. Pourtant, Kubrick est considéré comme un génie. C'est que le mec dit, oh là là, à part dans Orange Mécanique, machin, je vais pas faire de politique. Là, le film devient éminemment politique parce qu'il questionne tes valeurs morales. Philosophique aussi. Philosophique, religieux. Ouais. Et même le rapport à l'éducation, le rapport à la transmission. La transmission, c'est important. On en a bien parlé sûr, tout à bien sûr. l'heure, tu vois, avec les enfants. Comment tu fais? Parce que finalement, Adam, tu vois, le fait qu'il y ait Adam, puis après qu'Adam il attende un bébé,
bah, tu te dis que la ligne elle va être perpétuée, ça va continuer et que la mission divine va continuer. Et que pour l'instant, le jugement dernier n'est pas encore arrivé, mais qu'heureusement, il y a des gens, des bras armés, une sorte d'anges comme ça, pacificateurs, qui sont là pour nous débarrasser des démons. Mais qu'est-ce qui se passe si toi, t'es considéré comme un démon? Sur la base de quoi? Parce que on nous a montré des exemples ultra limpides sur lesquels tout le monde va se mettre d'accord. Mais Fenton débat. Mais c'est pour ça que voilà. Fenton, c'est lui qui se tue. Et alors lui il se tue. Alors, C'est pour ça que c'est pas mais son le frère sc- qui le tue. Le scénariste a résolu le problème comme ça en faisant qu'il se tire une balle lui-même. Mais effectivement, il y a, pour moi, c'est le nœud du film, c'est ce personnage, c'est sa trajectoire. Mais clairement, Le ouais. Fenton, tu vois, parce que finalement, Matthew McConaughey, il est le prolongement de Bill Paxton. C'est ça qui est marrant, parce qu'en fait, les deux acteurs stars, finalement, ils sont connotés. Enfin, tu vois, ils sont liés, quoi. D'ailleurs, tu sais que Matthew McConaughey, il a accepté de jouer dans le film juste après que Bill Paxton lui ait pitché. Il a même pas lu le scénario. Tellement il était confiant avec l'assurance et l'enthousiasme qu'avait Bill Paxton. Je sais pas si tu le savais. Non, mais Et je c'est savais pas. impressionnant de Je se dire qu'un tel acteur avec tu vois, un tel prestige, un tel calibre, il peut accepter un rôle comme ça sans même lire un scénar. Je pensais même pas que ça pouvait se faire. Il avait un peu moins de prestige parce que il avait du prestige, mais moins qu'après, parce que c'est après Dallas Buyers Club. Tu sais, enfin, c'était après. Il a chopé l'Oscar. C'était un acteur quand même qui était bien en place à Hollywood. Ok, d'accord. Mais ce que j'ai lu moi, et c'est en complément de ce que tu viens de dire, c'est que le financement de Lionsgate a pu se monter parce qu'il y avait les deux acteurs. Parce que Matthew McConaughey a rejoint Bill Paxton et c'est comme ça qu'ils Ah, ont ils sont trouvé l'argent. coproducteurs en plus, on n'a pas dit Alors, ça. ils sont coproducteurs, mais c'est vrai que le film a pu se monter sur la base. Tu sais, les films, ça se monte comme ça, avec un package, avec des bankables. Et donc, il lui a fait confiance. Et c'est assez marrant parce que finalement, on est en 2000 et on voit que dans la stratégie de repositionnement de sa carrière de Matthew McConaughey, ce film, c'est un jalon important. Parce que c'est ce qui va le mener à faire Dallas Buyers Club, à faire aussi True Detective, à faire des rôles plus profonds. Même, moi, je suis pas fan d'Interstellar, mais même Interstellar, il y a ce film, il y a quand même ce truc en commun, le côté countryside, le côté, au fin fond de l'Amérique, c'est pas des films urbains. Il y a des qualités qui sont presque objectives, on peut le dire. C'est-à-dire que clairement, tu dis, ah ouais, je regarde pas un AV. Enfin, clairement, Qui sont connotés uniquement à l'artistique, À l'interprétation, l'artistique, tu sans vois. rentrer dans l'idéologie Voilà. du film Voilà, mais après, qu'elle peut véhiculer. Mais en fonction, tu vois, mais par exemple, toi, je pense que tu es un très bon exemple dans le sens où tu ne partages pas les valeurs de la fin, enfin, tu vois, du fait de se dire que, mais parce que tu as une approche. Enfin, moi non plus, hein, je ne demande pas à ce qu'on tue des gens sur Allez, une liste. vous êtes tous des démons. Malgré que je sois religieux, comme quoi on peut être différent. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même aussi cet aspect-là de toi, d'avoir ce recul, de se dire, mais en fait, ça reste une fiction et c'est une chute intéressante parce qu'elle interroge des choses et que ça ne va pas en fait enlever ton plaisir et le considérer le film comme. Comment toi t'expliques que malgré, tu vois, t'aurais pu être aussi en aversion en disant, bah finalement, ça correspond pas à mes valeurs, à mes principes, d'accord, à ma morale. On peut dire le mot moral. Le moral, il est pas connoté avec la religion. non, ça a été Parce que inventé même les par philosophes ça a grecs été- et tout ça, Oui, ils oui. parlaient déjà de morale. C'est eux qui l'ont mis en place. Voilà. Tu considères le film comme un chef-d'œuvre et tu as réussi à avoir du recul par rapport à d'autres qui disent, ah ben non, moi, la fin, je la trouve trop extrême. Elle fait l'apologie du fondamentalisme religieux, donc je ne souscris pas à cette fin. Du coup, en fait, je rends le film, comme on dit, caduque, je le cancel, ou en tout cas, Ouais. voilà. Comment toi, tu arrives à avoir ce recul? Bah, en fait, c'est uniquement en écoutant Bill Paxton. Parce qu'en fait, ça m'intéresse de voir la démarche du gars. Ok. Et en fait, je vois, tu en as parlé très bien, les influences de Sam Raimi, de James Cameron, de Stephen King. Ça se perçoit dans le film. Il y a une sincérité, il y a une volonté de bien faire. Et surtout, ça marque, ça touche. Il y a de l'émotion. Donc le film, il est émouvant. C'est intéressant de voir le parcours de ce père qui les embarque là-dedans. Donc il y a tout un voyage qui se passe très bien. Arrive la conclusion. Donc à l'époque, j'étais peut-être moins sur ces thématiques-là. Donc à l'époque, ça ne m'avait pas rebuté. Donc quand tu m'as parlé du film en prix, je me dis, ah putain, chef-d'œuvre. Et je ne l'avais jamais revu. Là, en le revoyant, et grâce à toi, et je te remercie, j'ai pu comprendre pourquoi j'aimais le film. Parce qu'à l'époque, même dans mes projets à moi, j'aimais les films à twist, j'aimais les chutes. Donc, et ce qui était marrant, c'est pour ça que je t'ai parlé de ça du Sixième Sens par opposition à les autres, aux films Les Autres. C'est qu'en fait, les mécaniques, entre guillemets, gratuites me plaisaient beaucoup pour ce qu'elles étaient. Comme quand tu fais un manège, tu fais, ah putain, ils m'ont bien eu. Maintenant, en le revoyant, comment j'ai grandi, comment j'ai évolué, effectivement, je vais pas dire, ouais, bannissez-moi le film et tout, mais j'ai conscience qu'il y a quelque chose d'explosif dans le dernier acte qui peut être sujet à rejet total, polémique, rejet total. Mais
la personne qui va adhérer complètement à la fin en mode waouh, qu'est-ce que c'est bien et tout, bah moi je vais avoir du mal avec elle parce qu'en fait non mais c'est la même personne qui va dire oui tel gars a violé machin, bah il mérite une balle dans la tête. Je serai pas d'accord avec lui, je serai pas d'accord parce qu'il y aura toute une logique de dire ok, le mec tu abrèges ses souffrances, c'est super, mais c'est pas mieux finalement que il savoure entre guillemets sa souffrance pendant des années et qu'il comprenne ce qu'il a fait. Une question de perception. Une perception, oui, mais oui. C'est Parce une que question moi, de c'est contre la loi du talion. Et Ouais, t'en ça as te- d'autres qui sont dans la loi du talion et qui disent non, t'as tué mon gosse, voilà. tu mérites la mort, mec. Oui, oui, sauf que des Mais fois, toi, dans- t'es pas d'accord. Mais certaines- Et ouais, mais il y en a certaines- d'autres qui sont d'accord et avec ça. certaines répliques, exactement, et certaines répliques dans le film disent ouais, mais ce serait un bien, un châtiment bien clément que de le tuer maintenant. Tu vois, ça c'est intéressant aussi, parce que tu peux aussi te dire que ça peut être une plus grande punition de mettre quelqu'un qui a 25 ans et qu'il est jusqu'à 80 ans en prison. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des remises de peine, il y a plein de C'est choses ça. qui font que les gens sortent. Mais à la base, tu peux te dire, ça, c'est la conception de la justice. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais il y a aussi une conception de la repentance. Où Oui, est-ce qu'on peut se dire bien sûr. que c'est encore plus fort de pardonner Bien sûr. son bourreau en disant bah t'as tué, mais en fait finalement je te considère pas comme un démon mais comme un humain qui a failli à ce moment-là. Et du coup, la personne, elle part dans une repentance et peut-être qu'après, elle peut faire de la sensibilisation. Et ce degré de repentance-là, il n'est pas du tout évoqué Non. dans le film. Et tu l'as à un moment donné suggéré en disant, mais regarde, tu fais quelque chose, tu tues, mais qui te dit que, selon le point de vue, que toi, tu vas mourir parce que tu as commis quelque chose? En fait, ce que tu disais, c'est que en gros, là, les démons, ils font des choses tellement atroces, horribles. Dexter. Mais Dexter. voilà, exactement. Et dans ce cas-là, et Dexter, il y a un côté très fun et tout ça, et donc qui était très aussi sur la vision américaine de la justice, Bien tu sûr, vois, bien religieuse et tout. Un regard un peu fondamentaliste aussi. Ce que je voulais quand même dire, parce que, en fait, déjà, je te remercie. Pardon, c'est un peu. Non, on est parti dans plein de. Non, parce que je trouve que c'est intéressant, parce que on a des fois, tu sais, j'interviens souvent dans l'émission La 7ème dimension de mon ami John Ali, que je salue, sous le pseudonyme de Fouad Astaire. Et souvent, effectivement, j'ai ces critiques dans les commentaires en mode ouais, mais pourquoi tu parles tout le temps de politique, machin. J'explique à ces gens que tous les films sont politiques. Ce film-là, il a une dimension popcorn, on peut pas la nier, ne serait-ce que par son casting, son esthétique et tout. Mais il a le mérite de révéler un vrai cinéaste avec un propos. Et le propos, il est contestable. Enfin, en gros, on peut en débattre. La personne qui, effectivement, va adhérer au dernier acte, bah, ça sera intéressant qu'on en parle avec parce que ça peut être problématique en se basant sur notre système moral actuel, tu vois. C'est ça. Mais il y a plein de gens qui pourraient se dire, par exemple, imagine là, au fin fond de l'Amérique, bah, c'est très bien. C'est des démons, les Mexicains, machin, il faut qu'on s'en débarrasse, quoi. Alléluia. Tu vois. Et les mecs oublieront que ce sont eux, les putains de colons qui sont arrivés, qui ont volé la terre aux Premières Nations. Tu vois C'est ce que vrai. je veux dire? Donc moi, je serais toujours là pour contester. D'où la notion de justice. Et c'est pour ça que j'estime que C'est la vrai. justice, il y a un bon sens. Et comment toi, tu vas percevoir ça? Si tu n'as pas d'apprentissage religieux, tu peux quand même savoir qu'il y a des oppresseurs et des opprimés. Bien C'est ce sûr. que tu viens de dire. Bien sûr, bien Donc sûr. ça veut dire perception de la justice. Et donc ça, on l'a. Et donc quand tu dis des colons qui vont arriver, Christophe Colomb, toi, qui va détruire des peuplades et tout, des génocides, clairement. Bien sûr, clairement. Et du coup, toi, tu vas quand même t'ériger là-dedans et te dire, bah non, en fait, t'as ton regard. Tu vas pas dire, ah bah non, c'est une question de perception. C'est pas moi, c'est pas ma famille qui suis touché. Donc, c'est ce qui fait de toi un humain. Ce qui fait, alors qu'un animal, un guépard, un léopard, un truc, un lézard, il va passer, il s'en fout, lui, que les gens se font Non, génocider. il veut juste manger, survivre et boire. C'est ça. Et se reproduire. Et donc, c'est ce qui fait donc notre différence, c'est notre humanité, notre sensibilité, et moi, ce que j'appelle le bon sens. Je préfère sensibilité et humanité parce que Sensibilité. Hitler, il pourrait dire que l'humanité, c'était d'éradiquer 6 millions de juifs et il était humain. Tu vois ce que je veux dire? Oui, quand j'étais, parce que tu sais, Oui, aujourd'hui, oui. le terme humanité, Non, mais en fait, quand moi, on dit qu'on est humaniste, Ouais. c'est qu'on est Mais- pour la sauvegarde de l'être humain. si tu veux, aujourd'hui, je comprends, mais aujourd'hui, les mots ont tellement été pervertis Ok. que c'est Galvaudé. toujours intéressant de les recontextualiser, de réexpliquer ce qu'on veut dire. Parce que souvent, les gens disent la nature. Pour moi, la nature, par exemple, ça n'existe pas. C'est un milieu dans lequel nous, on vit. Donc, quand tu externalises déjà la nature, tu la mets à part, déjà, ça veut dire que soit tu veux la détruire, soit tu veux la préserver. Mais tu te mets à l'extérieur du truc, alors que tu fais partie de l'élément. Donc déjà, tu devrais pas dire la nature. On est la nature, on est. Donc en fait, là, par rapport à ce film, qui est super intéressant, parce que c'est ça, je pense, qui nous a plu, toi comme moi, c'est qu'on savait qu'il y avait une dimension supérieure. Il y a des sous-couches, il y a une profondeur dans le film. Et même si là, aujourd'hui, on est en train de découvrir des choses en débattant, on savait que c'était pas un film gratuit. On savait qu'il n'y avait pas de vacuité. On savait qu'il se passait quelque chose. Comme je disais, on peut ne pas adhérer à la fin. Et je comprendrais les gens qui détestent la fin et qui disent ouais, mais c'est immoral, c'est pas possible, machin. Mais putain, le film, il est pas
inoffensif. Mais est-ce quoi. que tu comprendras les gens qui se disent à la fin elle est géniale? Parce que c'est un twist incroyable, c'est couillu, c'est extraordinaire. Il y a plusieurs twists en fait. Il y en a au moins 3 finalement. Non, Enfin, mais le twist tu vois, principal, on va dire. Ouais, le twist principal. Bah, en gros, qu'en fait, c'est vraiment. Sans légitimer, juste la personne elle va C'est dire. vraiment, c'est vraiment des démons. Enfin, selon la. Des démons humains, dans le des sens où démons c'est pas humains. des démons monstres, c'est des gens qui commettent des actes répréhensibles Et voilà. selon voilà. Mais après, encore une fois, mais vraiment le terme qu'on va utiliser, c'est vraiment le terme perception. Parce qu'encore une fois, une personne qui va se dire, mais ouais, mais le mec qui torture mon voisin, il me faisait chier, il faisait du bruit, telle personne, moi, ne le mettez pas en prison. Parce que ce gars-là, il m'a rendu service. Ah oui. Par rapport à Bill Paxton, parce qu'on va revenir un peu au film quand même. Ouais, pardon. Non, c'est une bonne digression parce que lui, il a fait un choix. C'est-à-dire qu'il a fait un choix qui est courageux. C'est radical. Qui est radical et courageux. Parce que quand je dis courageux, ça veut pas dire que j'adhère au choix. C'est-à-dire que c'est courageux. Il aurait pu dire, à la fin, en fait, Bill Paxton était en fait complètement illuminé et en fait, il se trompait à tuer ses gens, à faire ses crimes. À la fin, il te dit non, c'était vraiment des démons, machin. Il avait des visions et son fils en a aussi. Et il a bien fait de le faire. Et heureusement, il continue. Il a même un fils qui est en gestation pour continuer la mission. Donc, il fait ça. Et c'est là où le mec a. Enfin, couillu, c'est pas terrible, mais courageux. C'est courageux. Et voilà. Après, le film, je pense que c'est passé sous les radars. C'est pour ça qu'on parle d'un film méconnu. On parle souvent de Wolfen, qui est un de mes films préférés. Je sais que tu en as parlé. Je te laisse peut-être conclure, non? Ouais, bah écoute, on va proposer maintenant des recommandations. T'en as sorti quelques-unes déjà, Incassable. Moi, j'aimerais parler d'Hypnose, que Kevin Bacon, là, 1999, David Koepp. Et il y a aussi, du coup, pour le côté fondamentalisme religieux, il y a The Witch, je sais pas si tu l'as vu. Oui, bien sûr. Voilà, sorti en 2015, assez récent, du coup, de Robert Eggers. Donc là, on est vraiment dans une plongée dans la terreur rurale, hein, on y retourne. Le film interroge aussi sur les dérives de la foi et la folie que ça peut en découler, quoi. Donc voilà, moi, c'est 2 exemples que j'avais préparés, Hypnose et The Witch. Et toi, t'en as sorti déjà plein. Moi, j'en ai sorti plein, je dirais True Detective saison 1 déjà. Ça, c'est hyper intéressant. Il y a des ponts entre les 2 films, c'est évident. Après, il y a plein de films à chute aussi qui sont intéressants. Par exemple, je vous conseille de voir Trouble de Wolfgang Petersen avec Tom Berenger, film qui a été oublié et la chute est bien vue. En fait, encore une fois, je fais le distinguo entre les films à chute gratuits et des films donc de mécanique comme Sixième Sens et des films comme celui-ci où ça charrie quelque chose, quoi. Il y a un plan simple et il y a un autre film c'est Sam Raimi dans le bayou avec Keanu Reeves. Ça s'appelle Intuition. Ah oui, je l'ai vu. Voilà. Il est génial ce film, ouais. Donc je vais essayer de leur dire pour que tu puisses le monter. Je recommande aussi Intuition de Sam Raimi parce que je trouve que dans l'atmosphère on n'est pas si éloigné. En plus on a beaucoup parlé de Sam Raimi. Avec Kate Blanchett et Keanu Reeves. C'est ça, exactement. Mais comment tu sais? C'est dingue ça. Ah bah écoute. T'es vraiment trop fort, t'es vraiment une encyclopédie. C'est incroyable cette érudition. Waouh, j'ai eu raison de venir dans le Wisconsin pour venir faire ce podcast. Parce que c'est dans le Wisconsin. C'est même dans le Texas. C'est la frontière entre le Texas et le Wisconsin qui n'existe pas d'ailleurs. Mais donc voilà. Bah écoute, merci à toi. Merci Fouad. Voilà, on a fait quasiment 2 heures. Avec plaisir. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Emprise, c'est un thriller psychologique captivant, à la fois dérangeant, qui est magistralement interprété, avec une atmosphère génialissime, maîtrisée de bout en bout, clairement corrélée avec les univers de Stephen King. Et c'est un film qui offre une vision dérangeante, mais également puissante. On peut rendre hommage à Bill Paxton, qui nous a quittés en 2017, qui était un super acteur, qui a bercé notre imaginaire de geek, et pas que de geek d'ailleurs, de cinéphile. Et il laisse une œuvre qui est pas inoffensive. Il laisse une œuvre marquante, tu peux la détester, notamment dans son dernier acte, mais clairement le mec a fait un putain d'ovni, a fait un film incroyable qu'on ne pouvait pas attendre de lui. Et c'est ça qu'il laisse, même s'il a fait un deuxième film qui est oublié, je pense. En tout cas, moi je sais même pas ce que c'est. Mais maintenant, Bill Paxton, pour moi, ça sera pas juste le bon second rôle que j'aimais bien voir dans les films, c'est aussi l'auteur de Frightly, Emprise. Et donc, rien que pour ça, c'est unique. Donc, on vous recommande de découvrir cette pépite parce que elle est peu connue, mais franchement, vous n'allez pas être déçus du voyage. Merci beaucoup, Fouad. C'était un plaisir de t'accueillir. Voilà. Plaisir partagé. C'était vraiment une belle discussion, un bel échange. Tout à fait. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Surtout, n'oubliez pas, c'est important de partager. Voilà, laissez un petit 4-5 étoiles si vous avez aimé le podcast. De toute façon, il y a Fouad, 2 étoiles déjà pour Fouad. Déjà, même sans connaître le thème, sans connaître les arguments. Donc, j'espère qu'on aura fait le job pour les 3 autres. Mais voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vraiment, laissez des commentaires sur les plateformes de streaming. C'est très important pour faire connaître davantage
le show. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode 20. Merci à toi, Jamel. Merci. Salut. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois.